Bonjour à toutes et bonjour à tous et bonjour à ceux qui sont entre les deux. Bienvenue dans le deuxième épisode de Rassemblement, le podcast consacré aux Avengers de Roger Stern, le scénariste qui a écrit le titre de 1982 à 1987 et lui a offert plusieurs de ses plus belles pages. Je suis Isaac, votre barman, et je suis accompagné, comme chaque semaine, dans cette aventure par deux spécialistes du Marvel des années 80. Et non seulement des spécialistes du Marvel des années 80, mais aussi des spécialistes judiciaires. Puisqu'on va parler procès dans cette émission. Tout d'abord, il a été élu le plus élégant juré par un jury de ses pairs. Ça veut rien dire, mais quand je l'ai écrit, ça m'a fait rire. Jérôme, le Lord of Babylon. Jérôme, comment vas-tu? Ça va très bien, bonsoir à toi. Au grand, comment dire, puits du Massif central. J'ai essayé de faire une ouverture à la déproche comme dans le tribunal des flagrants délires, mais je n'ai pas son talent, alors bonsoir à toi. Surtout qu'il préparait, il l'écrivait, hein. Mmh, Il n'improvisait pas. c'est rare, ouais. Sinon, il a vu tous les épisodes de The Practice en VO, donc c'est pour Mmh. vous dire s'il s'y connaît en système judiciaire américain. Ringside est avec nous. Ringside, comment ça va? Ça va bien, votre honneur. Merci. Et je Bah, tiens à dire que j'ai aussi vu la moitié des épisodes d'Ally McBeal en VF. en VF. Et hier, moi, j'ai vu La Loi de Los Angeles dans un bar. Il n'y avait pas le son, mais j'ai tout compris. Donc, dans cette émission, nous allons assister à la fin de l'un des premiers super-héros de l'univers Marvel. Et oui, un des tout premiers. Enfin, la fin, hein, une fin provisoire, c'est-à-dire que 2 ans plus tard, la fin sera finie. Mais Mm. fin dramatique pour, voilà, pour les épisodes dont on va parler, qui sont les épisodes de Avengers 228 à 230, parus entre novembre 82 et janvier 83, qui s'intitule Trial and Error. Je n'ai pas d'accent anglais. Final Curtain et The Last Farewell, écrit par Roger Stern, dessiné par Alan Milgrom, ancré par Brett Breeding pour le numéro 228, et l'incroyable, l'excellent, le phénoménal Joe Sinnott pour les épisodes 229 à 230, et puis pour pas mal d'épisodes dont on va parler après, puisqu'il va rester Joe Sinnott, on en parlera dans le prochain épisode. Mise en couleur de Christy Schill, éditeur Mark Grunwald, éditeur-in-chief Jim Shooter. Que s'est-il passé dans le monde durant cette période entre novembre 82 et janvier 83? Eh bien, la sortie de Thriller de Michael Jackson, l'album le plus vendu au monde, et qui restera, à mon avis, l'album le plus vendu au monde, vu que l'album, plus personne ne sait ce que c'est aujourd'hui. Donc pour les plus jeunes, c'était un 33 tours. C'est comme le bouclier de Captain America, mais ça faisait du son. Et voilà, et on n'avait pas YouTube, mais voilà, c'est comme ça qu'on écoutait de la musique. Mort du réalisateur King Vidor, fabuleux, le réalisateur du Rebelle et de Duel au soleil. Le réalisateur Jacques Tati aussi, Big Time, Monsieur Hulot, fantastique. Et mort de Louis de Funès. Alors c'est un spécial top 3 hein, pour moi de mort. Ouais. Et qui est élu homme de l'année 82, puisqu'on est à la fin de l'année 82 par le Time? Eh bien, c'est The Personal Computer, l'ordinateur personnel, qui est élu homme de l'année. Le Le truc qui a pas du tout PC. marché. Le PC Le truc Mm. qui a pas marché du tout Le après, truc quoi. n'a non. pas marché du tout. C'est Time, ils avaient eu le nez creux, ils savent maintenant qui nous gouverne. Mm. Ils l'ont su dès 1982. Qu'est-ce qui sort au cinéma à la même époque? Eh bien, des chefs-d'œuvre. Plus beau que moi, tu meurs de Philippe Clair. Les guerriers du Bronx de Enzo Castellari, mais aussi, bon voilà, en France, on a aussi droit à d'autres petites merdes comme E.T., Le Verdict, Tron et La Boom 2. Oh la Et en boum. janvier, Rocky 3, Le Prix du danger Ah, oh. et Les dieux sont tombés sur la Oh la tête. vache. Les Les dieux dieux, sont tombés sur la Pour, tête. pour la ceux qui s'en comédie, rappellent. la comédie la moins drôle de l'univers, mais qui était plébiscitée à l'époque. Ah, mais Alors j'ai jamais totalement. J'invite, compris. j'invite Totalement. tous nos auditeurs à aller regarder Les dieux sont tombés sur la tête, Ah, en particulier les plus jeunes.
Ah ouais, pour ouais. voir un grand moment de cinéma. Un grand moment de rire. De Ah, rire, oui. Le grand c'était éclat de rire de 1982 pour comprendre à quel point les gens étaient déprimés en 1982. voilà. Ah, mon Dieu, quelle horreur ce truc. Sorti aux US aussi de Le Verdict, comme chez nous, mais aussi 48 heures, ouais, 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 Dark Crystal, Massacre au camp ouais, d'été et ouais, Creepshow. ouais. Yeah, ça saignait. Voilà, une grande époque du slasher. Qu'est-ce qui est sorti chez Marvel durant cette période entre novembre 82 et janvier 83? Dis-nous tout, Lord. Oh, alors, qu'est-ce qui est sorti dans cette période? Alors, on a le 4e épisode de la mini-série Vision and the Scarlet Witch, écrit par Bill Mantlo et l'épisode est dessiné par Rick Loarnardi. Épisode très important, capital, puisque c'est dans celui-ci qu'on va apprendre que le véritable père de la sorcière rouge et de Vif Argent, bah, c'est Magneto. C'est dans cet Oh. épisode-là que, voilà, que Magneto Quoi? débarque chez les Inhumains au moment où la fille de Vichargent naît et tout ça, et qui lui dit mais en fait bah, c'est moi votre père, et hop on réécrit toute l'histoire C'est quasiment. plus ce gros tocard de Weezer. Ouais, voilà. Tout le monde a oublié. Donc voilà, donc Sarah c'est Blanc. épisode très très important Ouais. dans cette série-là. Et qui Euh, aura d'ailleurs un impact sur les Avengers de Roger Stern là, dans Exactement. quelques épisodes. Voilà. Autre série qui a eu un impact justement sur les Avengers, autant y venir tout de suite, c'est les épisodes d'Iron Man, puisque dedans Tony Stark affronte Obadiah Stane, mais surtout c'est la période où il va retomber dans l'alcoolisme. Ce sont Ouais. les épisodes écrits par Denis O'Neill. Ça aura des conséquences, ça va déjà Mm. avoir une conséquence sur les épisodes qu'on va aborder ce soir. Alors, on a toujours Mike Zeck, lui, qui continue à merveilleusement bien dessiner la série Captain America, qui était alors écrit par DeMatteis. Au mois de mars, on a la sortie de X-Men 167, avec les X-Men qui reviennent sur Terre, qui affrontent le professeur Xavier qui est affecté par un Brood. Il est défendu, lui, par les nouveaux mutants, dont on peut lire les nouvelles aventures le même mois dans le premier numéro de la série régulière, toujours écrit par Chris Claremont et là dessiné par Bob McLeod. Et le mois suivant, on va découvrir que le professeur Xavier est un chameau dans le X-Men 168. Voilà la fameuse période Ouais. dessinée par Paul Smith sur laquelle on avait consacré un podcast il y a quelque temps et que je vous invite à réécouter. Et enfin, et alors là, on aborde l'un de mes épisodes préférés de la série Daredevil, peut-être même, je crois vraiment, peut-être même l'un de mes comics préférés. C'est le Daredevil 192. C'est un épisode où on va suivre le quotidien de Ben Urich, qui cherche en fait, qui enquête, mais qui cherche aussi une maison pour sa femme qui, elle, n'en peut plus de vivre dans un appartement complètement sordide. Et cette recherche fait que le caïd va pouvoir un peu le tenir, lui faire une proposition qu'il ne peut pas refuser. C'est le premier épisode de la série après le départ de Frank Miller. Il est dessiné par Klaus Johnson et il est écrit par Alan Brenner, dont c'est le seul travail sur Marvel pour un super-héros. Il a aussi écrit je crois, un ou deux épisodes de série, mais hors super-héros chez Marvel. Il est surtout connu, lui, pour son travail de scénariste télé, de romancier, et pour des épisodes de Batman chez DC Comics, qui sont regroupés dans un TBB qu'on vous conseille. Ouais. Et moi, c'est un épisode de Daredevil que je trouve absolument grandiose, qui approfondit vraiment le personnage de Ben Urich, le lien qui l'unit avec Daredevil, et où même on aborde un peu les failles du personnage de Daredevil face au chantage que le Caïd fait à Ben Urich, qui renvoie au chantage que même Daredevil a fait au Caïd. Enfin voilà, moi c'est un épisode qui m'avait vraiment marqué, qui me marque encore et que je trouve absolument incroyable. Donc Alan voilà à peu Brennert, près. Ouais, Alan Brennert, de toute façon, c'est vraiment c'est surconseillé. c'est C'est totalement conseillé. l'autre grand Alan Ouais. scénariste. C'est vraiment dommage quand tu lis cet épisode de Daredevil, tu te dis, mais putain, qu'est-ce qu'il aurait pu faire sur la série, quoi. C'est vraiment, vraiment incroyable. Bon, voilà, chez Marvel, pour cette période, de mars à combien tu nous avais dit? J'ai oublié, mais c'est pas grave. Janvier. Voilà, C'est peu- ouais. c'est pas grave. Chez la concurrence. Chez la concurrence, on a chez les indépendants deux grosses sorties, puisqu'on a Primer numéro 2. Alors, c'est le numéro 2, mais c'est la première apparition de Grendel de Matt Wagner, qui va être l'un des personnages les plus importants du comics indépendant des années 80, et le début d'une saga qui va être voilà, monumentale sur bien une quarantaine d'années, puisqu'il continue là, à faire des Grendel. Là,
une mini-série sur Grendel Prime qui est en train de sortir chez Dark Horse. Pareil, chaudement conseillé, Grendel. Silver Star 1 de Jack Kirby avec les Homo Geneticus et un super perso avec une grosse coupe afro. Voilà, c'est une mini-série. C'est bon, c'est du Jack Kirby des années 80, donc c'est du Jack Kirby qui a pris un petit coup dans l'œil, mais ça reste quand même voilà, plein d'énergie, plein d'idées. Ça a été réédité en album chez Image il n'y a pas longtemps, donc pouvez vous trouver la série assez facilement, pardon. All Star Squadron 18 à 20. Alors ça, je l'ai mis parce que je pense que All Star Squadron, je vais vous en parler à chaque fois. Parce que c'était ma série préférée chez DC quand j'étais petit. Et c'est la trilogie Brainwave. Alors c'est super intéressant parce que c'est un comics pacifiste de Roy Thomas, mais qui est pas débile. C'est-à-dire que la Justice Society est capturée par Brainwave, par le vilain télépathe, et qui leur fait connaître des actes complètement répréhensibles, en fait, des actes guerriers contre des soldats japonais, mais dans un monde complètement virtuel, ce qui en fait, est censé les tuer à petit feu. Et c'est Green Lantern qui vient les sauver, et je vous raconte pas la fin, mais je pense que de ces épisodes, est née une certaine réflexion aussi de la puissance chez les super-héros, et qui va traîner dans des comics comme Watchmen, dans des comics comme Kingdom Come, comme dans pas mal de comics. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est un scénariste qui a de la bouteille du Silver Age, Roy Thomas, qui est quand même en plein dans les préoccupations des comics actuels dans les années 80. Il écrit aussi le Wonder Woman numéro 300, qui sort. Voilà, Roy et Dan Thomas écrivent le numéro 300, qui est pas mal aussi, avec notamment le Sandman des années 70. Les New Teen Titans, l'arrivée de Terra dans l'équipe, euh, qui va être une grosse traîtresse. Spoiler. Faire à la terreur. Terra la terreur, exactement. Et on parlait d'Alan Brennert sur Daredevil. Eh ben, il écrit Brave and the Bold 197, qui est l'histoire du mariage de Batman de Terre 2 et de Catwoman de Terre 2, donc les Batman et Catwoman des années 40. C'est un très bel épisode qui a notamment inspiré une illustration d'Alex Ross, puisqu'à un moment donné, on voit Batman qui enlève son, son costume, et on voit que son dos est lacéré voilà, de toutes les blessures, de toutes les cicatrices qu'il a eues pendant ses combats. Et c'est une image que Alex Ross va redessiner pour Batman Black and White. Mmh. Voilà. Mmh. Et puis l'épisode est intéressant puisqu'on voit ce qui n'avait pas été expliqué, comment Batman et Catwoman se mariaient sur la Terre 2. Et puis après, ils ont une fille, mais la fille, on l'avait déjà vue, c'était Huntress. Alors, On va j'espère que vous avez attaquer. pris des notes parce que c'est quand même des épisodes qui sont assez marquants, hein, Ah ouais, là, si là vous souhaitez c'est. découvrir l'univers d'ici, Ouais, effectivement, les épisodes du All Star Squadron, ouais, je m'en 18 à 20 en souviens. plus, vous pouvez les trouver vraiment pas Oui, cher, et c'est super si vous avez la fibre du collectionneur aventurier, n'hésitez pas, c'est des Chineur. New Teen Titans 28-30 là, avec l'arrivée de Terra, c'est la base de ce qui va aussi Ouais. Alors ça, bouleverser un petit peu l'univers d'ici. et ça, c'est facilement trouvable hein, dans n'importe quelle Mmh, librairie puisque ça a été réédité très récemment. Ouais, c'est ça. 4 albums, allez-y, Exactement. Ah Voilà, ouais, allez-y ça c'est les yeux c'est que du bon. fermés, Ah ouais. Ouais. le top du top. On va passer au résumé. On va raconter Ouais. un peu ce qu'il y a dans ces épisodes des Avengers. On va commencer avec toi, Jérôme, sur Avengers 228. De quoi parle Avengers 228? Alors, l'épisode Avenger 228. Donc, après le premier épisode, donc le 227, qui nous résumait le passé, les multiples costumes, identités de Hank Pym, là, on va arriver vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire le procès de Hank Pym. Alors, dans un premier temps, on assiste aux premières journées via un compte-rendu d'un journal télévisé que regarde Miss Hulk, et la transition est toute faite, puisqu'on va suivre cette dernière dans le manoir des Vengeurs et dans le quotidien de l'équipe, hein, puisque c'est pas que des super-héros qui sauvent le monde, mais c'est aussi des gens comme vous et moi qui tous les jours s'entraînent ou font plein de choses. Là, par exemple, on voit la nouvelle recrue, Captain Marvel, qui s'entraîne avec Captain America, et on comprend encore une fois pourquoi Captain America c'est le meilleur.
Le procès affecte et concerne tout le monde, hein, ce qu'on peut voir à travers plusieurs pages, que ce soit les membres actifs des Vengeurs avec Hank Pym ou la Guêpe ou puis Thor, les réservistes, hein, on va voir la Vision et la Sorcière Rouge qui regardent le procès de chez eux. On a même le Kidan qui peut pester sur tous les super-héros, hein, sauf Cap. Hein, le Cap, lui, il est intouchable. On voit des collègues Mm. super-héros, hein, tels que Clark de chez DC en face, hein, qui est inquiet, ou en tout cas qui regarde aussi ce procès, ou encore les ennemis. Et justement, en parlant d'ennemis, on va retrouver dans la deuxième partie de l'épisode Tête d'œuf, hein, qui décide de former, lui, une nouvelle version des Maîtres du Mal, hein, sur lequel on va revenir tout à l'heure. Et là, on va voir un peu les différents protagonistes, hein. On va voir Tiger Shark, Beatles, Moonstone, Shocker et l'homme radioactif qui arrivent. Et tout ce beau monde vont profiter du 4e jour du procès pour attaquer le tribunal et surtout pour faire croire qu'ils viennent sauver Pym en le faisant passer pour leur chef. Du coup, le stratagème fonctionne. Tous les médias publics maintenant est certain de la culpabilité d'Hank Pym. Et ce dernier, dans la dernière page du numéro, au pied du mur, accepte alors de changer de vie et de travailler pour son ennemi, de travailler pour Tête d'œuf. On en arrive là, au 228. Qu'est-ce qui se passe après dans le 229? Ringside, le 229. On Le a donc un 229. Pym dans une mauvaise posture. C'est ça, on retrouve Hank Pym dans un labo en train de travailler les produits chimiques, comme il sait si bien le faire, mais il a l'air particulièrement malheureux. Bah oui, parce qu'il travaille pour son ennemi juré, entouré des maîtres du mal. Il est bien obligé de faire le job hein, qu'on lui a imposé. Allez, on se retrouve ensuite à la Nouvelle-Orléans avec notre ami Captain Marvel, qui est en train de prendre son petit déj. Il y a les infos qui passent, elle apprend, enfin du moins, les infos parlent de toute cette histoire de Hank Pym hein, qui a été kidnappé, ou du moins qui s'est échappé de son procès. Donc ni une ni deux, elle prend son plus beau costume et elle s'en va à la maison des Vengeurs, où on retrouve Captain America et Thor. Captain America est au téléphone, il est inquiet, il dit ouais ouais, c'est vrai, moi aussi ça me va pas, je ne sais pas où est Monsieur Stark. Je me demande bien où il a disparu. On sait qu'il est sûrement dans un bar en train de picoler, mais on ne lui dira rien. Thor est là aussi, il fait des 400 pas. Ils sont en train de discuter. Qu'est-ce qui se passe avec Iron Man? Où est Tony? Thor dit oh, chuchute, voilà Captain Marvel. On va tenir l'identité secrète de Tony Stark quand même un petit peu secrète. On se retrouve ensuite avec Œil de Faucon qui est dans le salon des Vengeurs avec la pauvre Missile qui est redevenue Jennifer Walters, hein, c'est bien ça son nom. Elle est complètement désespérée, complètement apeurée. Elle le vit très mal hein, depuis cette Miss Hulk. On appelle la guêpe qui était aussi avec eux à l'entrée. Il y a quelqu'un qui veut la voir. Donc là, ok, l'œil de faucon, ni une ni deux, il dit bon, moi je vais m'occuper de Miss Hulk. On va la remettre sur pied, vous allez voir ça. La guêpe va à l'entrée. C'est Scott Lang, le nouvel homme fourmi qui est là. Il rapporte un matériel que lui a donné Tony Stark. Il a dit je sais pas ce qui se passe. Il n'a pas voulu finir le boulot. Il m'a dit de le terminer à sa place. Bon, bah, on sait que c'est toujours parce qu'il picole. Il donne le module à Janet Van Dyne. Alors, c'est un module qui est censé savoir si la personne a été manipulée mentalement ou pas. Il propose de venir un petit peu rester un peu plus longtemps, de prendre le costume de l'homme fourmi, tout ça, mais Janet Van Dyne l'envoie chier. Elle lui dit non, non, c'est bon, ça ira pour cette fois, merci bien. Elle lui ferme la porte au nez. On voit elle supporte pas trop hein, de voir Scott Lang. Elle a pas envie de voir l'homme fourmi. Là-dessus, tout le monde débarque. C'est Captain Marvel qui va faire un peu la leçon à tout le monde en leur disant de se reprendre. Hein, elle motive un peu les troupes. Elle dit que effectivement, ça tient pas debout cette histoire de Hank Pym qui aurait manigancé lui-même son enlèvement, que c'est peut-être bien le Shocker qui est fou. Ça met la puce à l'oreille de Captain America. Il dit ben, on va tester ça. Pendant ce temps, OK a mis à exécution son plan pour retaper Miss Hulk. Hein. Donc il est là, il se fout de sa gueule. C'est juste que dans ses limites, jusqu'à ce qu'elle finisse par s'énerver, lui mettre une paire de claques et puis finalement se retransformer en Miss Hulk sous toutes les railleries de Hawkeye. Donc voilà, l'équipe est de nouveau au complet. On a un plan, on va aller en prison chercher le Shocker, le passer au test de la machine de Tony Stark pour savoir s'il a été manipulé ou pas. Évidemment, il a été manipulé.
Donc, c'est parti pour aller chercher Hank Pym. Mais est-ce qu'il va avoir besoin d'être sauvé, Hank Pym? Eh bien, pas vraiment, puisqu'on le retrouve dans la maison des Maîtres du Mal, où il explique qu'il a terminé son expérience, qu'ils vont pouvoir utiliser sa machine pour devenir immortel. Ils n'ont pas confiance, ils disent ouais, on va peut-être d'abord te faire tester la machine. Donc ils lui font tester la machine et évidemment, Hank Pym avait comment dire, un épisode d'avance sur tout le monde et la machine décuple ses pouvoirs, il crée des champs de force, des tentacules, il défonce la gueule à tout le monde. Pendant ce temps, les Vengeurs arrivent dans le quartier, ils disent bon bah peut-être fouiller les maisons parce que ça doit être dans ce coin-là qu'il est. Pas besoin puisque la baraque explose où était enfermé le Hank Pym. Il y a le scarabée qui débarque, qui sait plus contrôler son armure et il se fait défoncer par Thor. Tout le monde est déjà KO, le boulot est déjà fait. On a un ultime face-à-face entre Hank Pym et Tête d'œuf. Voilà, Hank Pym lui explique, ben voilà, je t'ai manipulé en fait, j'ai sous ton nez, j'ai fait le nécessaire pour créer ta chute. Tête d'œuf va se jeter sur lui pour essayer de le désarmer. Hank Pym lui met une pêche dans la gueule. Il est content, mais Tête d'œuf a un flingue, il va lui tirer dessus, mais il y a Œil de Faucon qui est là et qui va tirer une flèche pour désarmer Tête d'œuf. Mais bizarrement, la flèche va se coincer dans le pistolet, ça va exploser et Tête d'œuf va mourir de ses blessures. Et ça, c'est pas trop cool parce qu'on comptait quand même sur le témoignage de Tête d'œuf pour innocenter Hank Pym. Et puis, Œil de Faucon n'avait pas vraiment prévu de tuer Tête d'œuf. Et c'est là-dessus qu'on termine l'épisode avec un qui est un peu choqué par le résultat de son intervention. Lui qui n'a jamais tué Cliffhanger. personne. Et ouais, et on retrouve dans le 230 eh bien, une scène où, autour du cadavre de Tête d'œuf se tiennent le docteur Pym et Hawkeye, qui sont là en train de, voilà, de constater les dégâts de cette dernière action. Hawkeye dit à Hank Pym, bon écoute, t'as rien vu, j'ai rien fait. Et puis il décide de se barrer. Non, pas du tout, parce que c'est pas écrit comme maintenant, comme les scénaristes actuels. Ils discutent, ils accusent un peu le coup et puis ils assument leurs responsabilités jusqu'au moment où Captain Marvel débarque. On voit également les autres Vengeurs arriver juste au moment où Moonstone, des Maîtres du Mal, essayait de se carapater, de partir profitant de la confusion. Moonstone décide, c'est pas bête, étant le seul témoin en fait de la scène qui vient se passer, de faire un deal avec les autorités, c'est-à-dire une remise de peine en contrepartie de son témoignage, qui va innocenter et Hank Pym et Œil de Faucon, ce qu'on voit dans une bonne séquence qui utilise très bien en fait le reportage télévisé. Moi, je trouve que c'est assez astucieux. Où on voit donc la fin du procès d'Hank Pym, sa libération, mais aussi le procès éclair d'Œil de Faucon, qui est tout content d'être libéré, et J'adore. ouais, et l'annonce de la mort de Tête d'œuf. On nous explique qu'il va être enterré dans la plus grande discrétion, voilà, avec ce qui reste de sa famille. En attendant de voir cet enterrement, on a le droit à 3 pages de subplot, des sous-intrigues qui vont nous occuper dans la prochaine émission, notamment l'arrivée en prison donc du Scarabée, Abner Jenkins, et sur Titan, on retrouve l'ancienne compagne de Captain Marvel, qui s'appelle Elysius, qui est au bras d'un aventurier cosmique qui n'est autre que le frère de Thanos, qui s'appelle Eros. Et ils sont en pleine discussion, donc ils nous résument un peu la mort de Captain Marvel et ce qui se passait à la fin du graphic novel sur la mort de Captain Marvel, donc le précédent Captain Marvel, hein, le cri, pas celui de pas la nouvelle Captain Marvel des Avengers. Voilà, donc Captain Marvel était en couple avec Elysius et, sentant la mort arriver, a demandé à Eros de s'occuper de sa compagne une fois qu'il serait mort. Sauf que Eros, il a envie de partir à l'aventure. Ce qui veut dire qu'il a envie d'aller fourrer un peu à droite à gauche. Voilà. Et Elysius, elle le sait, elle lui dit écoute,
T'es bien gentil, ça a été très sympa ces mois, mais là j'ai besoin d'être toute seule. Tu vois, si tu pouvais aller voilà, dans le cosmos. Et Star Fox, on a de la chance, hein, Eros, voilà, choisit une planète du système solaire, il choisit la nôtre. Et Mm. donc, on va le revoir, ce Bah, petit c'est là qu'il Eros. se passe le plus de trucs, hein. Ouais, voilà. Tu peux C'est aller du sur tien. Uranus ou machin, mais c'est moi. Ça bouge moins, quoi. Il choisit, il a le choix entre Spica 7, Arcturus 4 et Sol 3. Sol 3, c'est une troisième planète après le Soleil. On se retrouve ensuite ben, les pieds sur la terre ferme, ou plutôt sur un bateau, puisqu'on y voit le docteur Pym et Trish Star, qui est Patricia Star, qui est la nièce de Ted Duff, qui a été un peu manipulée de la même manière que Hank Pym là, dans toute cette histoire pour saboter la carrière et la réputation de Hank Pym. Elle nous résume un peu voilà, les liens qu'elle a avec Ted Duff, parce que tout le monde résume un peu tout dans les comics des années 80, ce qui est pratique quand on n'y connaît rien. Un des amis de Patricia arrive sur le ponton du bateau où elle est en pleine discussion avec le docteur Pym et il a les cendres de Terre d'œuf. Et là, le docteur Pym fait une éloge funèbre pour son ancien ennemi avec des mots de Mark Twain et c'est assez joli, quoi. C'est un dernier adieu à son pire ennemi. La classe quand même, hein. Mm. Sur ces entrefaits, ouais, tout à fait. Et sur ces entrefaits, le docteur Pym retourne à la terre ferme, va à la maison des Vengeurs où on l'attend pour essayer de savoir, grâce à la machine de Tony Stark, s'il a été contrôlé mentalement ou non avant sa dépression, pour savoir si sa dépression, en fait, est du fait d'un contrôle mental, puisque on nous rappelle que juste avant que Henry Pym ne pète les plombs, Dragon Lune avait manipulé les Vengeurs. Donc, est-ce que c'était un résidu de cette manipulation? On s'aperçoit que non. Hank Pym assume complètement ce qu'il a fait. On dit qu'il a pété les plombs, qu'il n'a pas, voilà, qu'il n'a pas demandé de l'aide. Et il demande une dernière faveur aux Vengeurs, c'est d'assister au procès d'Œil de Faucon, qui va donc devoir passer devant ses pairs pour l'assassinat de Elia Starr. Œil de Faucon dans plusieurs pages qui sont très bien découpées, je trouve vraiment. Mm. Pour des scènes de blabla, c'est hyper dramatique dans la reconstitution. Va défendre son beefsteak, va expliquer que oui, il a tué par mégarde, par accident, Tête d'œuf, mais que c'était pas volontaire et qu'il le referait parce qu'il tentait de sauver un coéquipier qui n'avait pas 36 solutions. Euh, Hank Pym apporte son soutien devant les Vengeurs. Et là, on ne voit pas, c'est assez astucieux aussi, on ne voit pas la délibération des Vengeurs. On suit en Pym, donc on l'a suivi depuis l'enterrement de Tête d'œuf, enfin l'enterrement en mer de Tête d'œuf, jusque dans ce procès. Et puis on va le suivre à l'étage où il va rencontrer Jarvis, le maître d'hôtel des Vengeurs, qui lui a préparé ses affaires. Et non seulement il lui a préparé ses affaires civiles, mais il lui a aussi préparé son costume de Yellow Jacket, le dernier costume de super-héros qu'il a porté. Il y a une scène assez émouvante où ils se disent adieu. Hank Pym descend à l'étage, œil de faucon et innocenté par le procès. Les Vengeurs reproposent à Hank Pym de rejoindre l'équipe à nouveau, expliquent que peut-être qu'eux aussi ont commis des erreurs, n'ont pas vu qu'il voilà, il aurait dû l'aider quand il est tombé en dépression. Hank Pym m'explique que non, il aurait dû demander de l'aide et que de toute façon, il assume complètement ce qu'il a fait. Dernière petite séquence émotion, euh, il fait face à face, après avoir donné son costume aux Vengeurs en disant vous trouverez quelqu'un de mieux que moi pour le porter. Euh, il rencontre son ex-femme, la Guêpe, qu'on n'avait pas vue avec les autres Vengeurs là, depuis le procès. Et ils se retrouvent en tête à tête pour faire le bilan de, de ce divorce assez douloureux. Ils décident de rester amis. Hank Pym part avec Patricia Starr et son ami en voiture devant la maison des Vengeurs. Et on a une superbe Ah putain. dernière page, dernière case. Derrière, en fait, c'est une multitude de cases, puisqu'on est derrière la vitre des Vengeurs et on voit la guêpe qui fond en larmes et qui est réconfortée par les autres Vengeurs. Et c'est la fin de la première saga écrite par Roger Stern
pour les Avengers, là, sur les 4 premiers numéros de 127 à 230. Et je sais pas, vous, mais moi, j'ai trouvé ça impeccable, en fait, en Mais termes de. c'est mortel. C'est déjà, ça défonce vraiment. T'as tout. Tu sais, t'as déjà ce qu'on se disait déjà dans l'épisode précédent, où il prend la série en route, il arrive à rendre déjà tout clair pour quelqu'un qui prendrait aussi comme lui. Donc c'est vraiment l'essence des Avengers. Quelqu'un qui veut découvrir ce que c'est, t'as tout dedans. T'as de la baston, des liens entre les personnages, des liens forts, une super construction. Ça prend son temps et en même temps, c'est hyper bien rythmé. C'est vraiment, ouais, moi je dirais, c'est parfait de la première planche à la dernière page. Ringside, est-ce que tu as le même avis? Oui, bah, c'est difficilement critiquable dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que c'est déjà hyper maîtrisé du début à la fin, diablement efficace au niveau du rythme. On a déjà tout ce qui nous plaît quand on lit un comics de super-héros avec le personnage quand même de Hank Pym qui est au bord du gouffre et qui va revenir au top. Une pléiade de super vilains quand même qui débarquent un Ouais. peu partout, y compris des mecs de troisième zone, mais comme on aime bien. Des séquences de procès, l'utilisation des médias, avec ces séquences au niveau des infos là, qui retranscrivent Ouais, c'était un peu le les Dark Knight événements. Returns avant l'heure. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui vont être les prémices de ce qu'on va voir beaucoup plus tard, une trentaine d'années plus tard, on va dire, parce que il y a déjà aussi, avec les Maîtres du Mal, le personnage de Moonstone qui va devenir un des personnages les plus importants dans les années 2000, Ouais. notamment dans la période du Dark Reign, tout ce qui est Thunderbolts, etc., hein, tous les personnages des Maîtres du Mal. Ça va aussi donner des petits tout au long des décennies suivantes. Il va explorer à fond le personnage d'Hank Pym jusqu'au bout, le faire revenir de l'enfer, le faire revenir victorieux. On va avoir aussi le passage un petit peu crucial avec Hawkeye qui a quand même tué quelqu'un. Et ça va être traité quand même assez finement. Et Mhm. on a déjà des subplots qui partent pour la suite avec Star Fox et l'homme plante là qui est en prison. Donc voilà, à peine c'est terminé qu'on repart déjà sur autre chose. Euh, ouais, c'est effectivement moi ce que j'aimais bien dans les comics des années 80 où tu avais du super vilain, des personnages qui étaient poussés quand même dans leur dernier retranchement, des nouveaux personnages qui arrivaient avec Captain Marvel, et tout de suite, à peine une saga se termine, on part sur une autre saga. Euh, ouais, honnêtement, c'est vraiment assez inattaquable. Et Al Milgrom, qui a été quand même pas mal critiqué tout au long de sa carrière, là, à la relecture, il a quand même un storytelling assez Mhm. irréprochable quand même, hein. C'est- Et c'est- c'est- la couverture du 230, elle est quand même assez Ah, magnifique, hein. Ah ouais, ouais. Ah Ouais, ouais, elle la est superbe. couverture, on va peut-être la décrire, c'est Captain America, Œil de Faucon et Thor qui sont en plongée. Mhm. Et au sol, en fait, ils sont tous en train de regarder au sol le costume de Yellow Jacket qui est comme si en fait le personnage à l'intérieur du costume avait été Mhm. désintégré. Mhm. Mhm. Et voilà, sur fond noir comme ça, c'est vraiment. D'ailleurs, je crois que c'est la couverture du TPB Trial of Yellow Jacket qui avait Il est réimprimé les superbe. épisodes. Ouais. Et il est incroyable en plus, je trouve, justement sur le niveau de la construction par Milgrom et Stern. C'est incroyable comment tu as tes transitions, mais hyper fluides. Ouais. Où Mhm. tu as le premier épisode qui commence sur le tribunal, mais enfin le procès vu par un journal télé, et direct tu éteins et donc tu passes à Missulk. De Missulk, tu vas passer après à Thor et la Guêpe, et ainsi de Mm. suite. Et en plus, et c'est là que je trouve ça fort, et c'est là en quoi c'est-à-dire les Avengers et un peu le nexus de tout l'univers Marvel, c'est que derrière, justement, tu as ces planches, tout le monde est concerné. Tu vas avoir la Vision, la Sorcière Rouge, tu vas Ouais. avoir les autres. Enfin, tu vois, tu sens vraiment que tu n'es pas non plus dans une série dont l'histoire est importante au sein de sa série, mais elle est importante au sein de l'univers Marvel. Tu sens vraiment que ça compte le truc. Et c'est vraiment fort. Toutes ces transitions, enfin, le truc, ça coule de source, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Et on peut peut-être parler d'ailleurs de Al Milgrom.
un petit topo sur justement ce nouveau dessinateur, puisque le premier épisode était dessiné par Sal Buscema. Là, c'est le dessinateur régulier de la série qui va nous suivre là pendant jusqu'au numéro 250. C'est un élève de Murphy Anderson. Murphy Anderson, grand encreur et grand dessinateur chez DC Comics dans le Silver Age notamment, puisque voilà, c'était l'encreur sur Adam Strange, sur de multitudes de couvertures, sur les Superman de Kurt Swan écrits par Donny O'Neill. Voilà, il fait Mhm. du travail fabuleux. Milgrom, il débute donc dans les années 70, il débute avec d'autres dessinateurs de la même époque. D'ailleurs, il partage un appartement avec Walt Simonson, Bernie Wrightson et Howard Chaykin. Donc quand même, Ah, c'est pas mal. C'est un c'est peu le Ringo Starr Ouais. de l'équipe, mais non, Mais c'est même méchant parce Starr, que j'ai vraiment trouvé ça, j'ai vraiment trouvé à la relecture là, les Avengers là, de Al Milgrom, j'ai vraiment trouvé ça super. Mais c'est vrai que son style, on va peut-être en parler après, il est excellent pour la narration. C'est un excellent raconteur. Voilà. Mm. Après, il y a d'autres, il comment a dire, d'autres failles. il y a d'autres failles. Mm. Ouais. Euh, Sinon, il fait partie aussi ben, des Krusty Bunkers, donc qui étaient voilà, les encreurs organisés autour de Neil Adams. Mais surtout, c'est un auteur alors il a beaucoup bossé avec Jim Starlin. Il est très lié à Jim Starlin. C'est un peu son encreur fétiche de Starlin. Euh, mais c'est surtout un auteur complet, c'est-à-dire qu'il a été scénariste, éditeur, dessinateur, encreur. Il a co-créé chez DC, où il était éditeur pendant un petit moment, 77 à 78, avant la DC Implosion. Il a co-créé Firestorm avec Jerry Conway. Suite à la DC Implosion, donc la DC Implosion, en fait, pour expliquer vraiment en très court, il y a eu une tempête de neige, je ne sais plus si c'était en 77 ou 78, mais qui a fait que ça a bloqué les camions qui livraient les comics. Et du coup, toutes les nouveautés, toutes les nouvelles séries que DC voulait mettre entre les mains des lecteurs, bah, ils n'ont pas pu le faire. Donc, ce qui fait qu'il y a eu une chute des ventes, ce qui fait que ça a entraîné des tonnes d'arrêts de série et surtout des tonnes pas de licenciements, puisque c'est des freelances, mais surtout voilà, il n'y a eu plus de boulot chez DC. Et donc, il y a eu pas mal d'auteurs qui ont migré de DC, qui sont retournés chez Marvel. Et Al Milgrom en fait partie. Il chope un job d'éditeur et il devient notamment l'éditeur de Marvel Fanfare, super comique des années 80, en fait, dont la spécialité était de prendre les histoires inventoriées, c'est-à-dire les histoires réalisées pour du frigo, qui étaient un peu oubliées, de les terminer, puis de les publier dans Marvel Fanfare. Donc il n'y avait pas de héros réguliers, mais par contre, on retrouvait tout l'univers Marvel à chaque numéro, et c'était des petites histoires, voilà, avec des auteurs qui étaient pas forcément les auteurs qu'on retrouvait réguliers sur, sur les autres séries. Et pour Marvel des Fanfare, feelings ou c'était des c'était, ouais, projets alors inventés tu as des projets avortés, tu as des épisodes refusés, notamment tu as un épisode qui est assez fameux, c'est le Marvel Fanfare avec le Hulk de John Byrne qui avait été refusé par Jim Shooter parce que c'était un épisode qui était entièrement composé de splash page, Hmm. et un dessin par page. Et Al Milgrom, je crois, était l'éditeur du titre. Hulk avait, ou c'était non, c'était Denis O'Neill. Denis O'Neill avait accepté l'épisode. Shooter l'avait pas vu. Quand Shooter l'a vu, Shooter a mis son holà. C'est ce qui a fait que Byrne a quitté la série Hulk après, je crois qu'il fait que 6 numéros, quelque chose Ah, comme 6 ça. ou 7, ouais. Hmm. Et quelques temps plus tard, une fois que Shooter était débarqué, ben, Al Milgrom a ressorti des cartons l'épisode et l'a fait paraître dans Marvel Fanfare. Mais il y avait d'autres, voilà, d'autres. C'est tous les épisodes, si tu veux, qui sont pas parus à temps, qui étaient là pour voilà, ou des petites histoires aussi avec des dessinateurs qui débutaient. Mm. Tu Ouais. as, une petite histoire de Angel par Anna Senti et David Mazzucchelli, par exemple. Hmm. Il y a une Alors, histoire qui est fameuse. Alors, il y a eu un Reddy qui publiait quelques récits, et notamment, tu as ben, celui qui est super connu, c'est le Captain America par Roger, je crois que c'est Stern et Frank Miller.
Mmh. Ouais. avec Captain America par Miller et Stern, ouais. ouais, avec l'incendie qui est sur un incendiaire. Voilà, bah, pour que nos auditeurs comprennent bien, effectivement, il y a bien des épisodes complets qui restaient dans les Passé, frigos de Marvel. voilà, c'était au cas Hein, où ils étaient en voilà. retard. Voilà, et Marvel Fanfare, ça servait justement à Mm. republier ces épisodes. Et comme dans les années 80, il y avait à peu près les meilleurs auteurs qui ont jamais travaillé dans le monde des comics, il devait y avoir pléthore d'épisodes qui étaient Euh, des pépites. Hein, pour ceux qui, voilà. voilà, pour ceux qui veulent voir par exemple à quoi ressemblent les épisodes de Marvel Fanfare, un des plus connus et des plus trouvables, c'est l'album Au Royaume de Khazar Mmh. des X-Men. Mm. Avec, je sais plus qui commence, je crois que c'est Michael Golden qui commence, c'est Spider-Man qui va en terre sauvage avec Angel, Mmh, Mm. mmh, mmh. et tu as ensuite les X-Men qui viennent à la rescousse, et c'est dessiné ensuite par Paul Smith et par Dave Cockrum. Bah, Ouais, ça, c'était dans les premiers numéros de Marvel Fanfare. voilà. Ah, des Donc pépites. Al Milgrom, il est aussi à l'époque scénariste, dessinateur. Il a écrit donc Hulk quand John Byrne s'est barré, et il a écrit aussi et dessiné un run sur Peter Parker Spectacular Spider-Man, moi que j'aime beaucoup. Si vous vous souvenez, c'est quand Spider-Man a le costume noir alien, Mmh. et il est avec la chatte Mm. noire. Ouais, ouais, ils sont sympas ceux-là. Il y a comment ça, The Spot comme ennemi. Mm. Et puis tu as aussi la réponse, The Answer, qui étaient des ennemis assez bizarroïdes, mais moi que j'aimais bien, avec Mmh. un peu de guerre des gangs Ouais. qui était pas Ça mal sortait un foutu. peu des trucs habituels de Ouais. Spider-Man. Et puis c'était ancré par Jim Mooney, donc Ouais, j'aimais bien. excellent Jim Mooney. Ouais, parce que Al Milgrom, comme on le disait, il a un peu des failles, et là, le fait d'être avec le meilleur encreur de l'univers, c'est-à-dire Joe Sinnott, c'est pas mal, puisque, eh ben, en fait, tout ce qu'il a un peu du mal à faire, c'est-à-dire des personnages qui ont l'air humains, la perspective, la, per- la perspective, Truc secondaire, quoi. l'anatomie, L'anatomie, les choses comme ça. ouais, Ouais. ouais, Mm. voilà, un peu Un peu tout de le reste, glamour, un peu de glamour, un peu de, voilà, c'est Synote qui l'apporte, mais du coup, à la relecture, moi, la grande force de Milgrom, c'est vraiment sa narration, son découpage, c'est hyper Mmh. dynamique et Mm. hyper clair, et il y a plein d'idées. Il y a plein Ouais. Ouais. d'idées pour que tu aies le mandat de shooter qui était, ben, pour les plus jeunes lecteurs, tu lis d'abord un comics, par les images, quoi, et sur la page, Mm. il faut que tu comprennes tout ce qui se passe directement, et après tu lis les bulles pour comprendre les petits détails, Exactement, ouais. mais c'est vraiment, sur les Avengers alors il y a les scénarios de Stern qui sont vraiment, hyper travaillé, hyper ciselé. On en a parlé là, tous les petits détails, qu'il met, moi je suis fan là de la façon dont il amène par exemple, le détecteur de contrôle Mmh. mental, Mm. puisqu'il arrive à t'expliquer pourquoi Iron Man n'est pas là, comment est-ce qu'ils arrivent à trouver la maison de Tête d'œuf, et Mm. ce qui va servir à la fin, en fait, ce qui devait servir à innocenter Hank Pym finalement, Ne ne sera sert ouais. à rien. Voilà, comme MacGuffin, c'est vraiment super, et c'est vraiment c'est tout le talent de Stern d'arriver avec des petits détails comme ça, à rendre son histoire crédible. Hem, mais il y a aussi le découpage, ouais, de Al Milgrom, et je trouve qu'il se débrouille, super bien, voilà. Et puis Al Milgrom, j'ai toujours une petite tendresse pour lui parce qu'il s'est fait virer un peu, comme un malpropre de chez, Marvel, quand en 2001, il a balancé dans une case, en fait, il a écrit, que, c'était bien fait que Bob Arras se soit fait virer, parce que c'était un trou du cul. Mm. Et c'est ce qui était marqué, en fait, dans le décor d'une case, et ça s'est vu. En fait, ça aurait dû être effacé, ça a été imprimé avec, et perdu un peu le job d'encreur attitré qu'il avait, et grâce à Jim Starlin, il a pu continuer à ancrer des choses chez Marvel, mais il était plus très en auteur de sainteté, alors que ça faisait des années qu'il avait, Ouais. Et enfin, puis il a beaucoup Mm. œuvré pour la boîte, tandis que Bob Arras, voilà. Ouais. Et mmh et et C'est et voilà, sûr. donc ouais, donc si tu veux, voilà, voilà, je peux pardonner, par exemple, son ancrage absolument sur les Batman de Walt Simonson, sur les Mmh. détectives comics de Walt Simonson, où il fait vraiment pas du beau boulot. Mmh. Mais
Mais voilà, donc Al Milgrom sur les Avengers, en tout cas, là, il débute sa prestation et sa prestation, moi, je la trouve, vraiment, très solide. Alors c'est pas, forcément, c'est pas, là, on va avoir bientôt, Burn qui va faire un petit passage, un petit fill-in, Mmh. ouais, forcément, tu es content quand il y a John Byrne, mais c'est pas pour autant que, Ouais, voilà, que tu te son tu te boulot tu soit acheté. bah, tu te dis, après c'est un peu cliché de dire ça, mais quand tu vois ce qu'on lit maintenant, à quel point justement ça peut être rapidement et très, très fréquemment illisible, là Mmh. tu as du quelque chose d'une clarté, n'importe qui, lit et comprend Mmh. et surtout se passionne du truc quoi, tu vois? Parce que tu as, en plus c'est enfin moi c'est ce que j'aime dans ces épisodes, hein, c'est que tu as vraiment tout. Tu Ouais. as de la baston, mais et moi, c'est ce que j'aime aussi sur les Avengers, tu as ce côté, bah, ouais, vie toujours de quotidien, relation de personnages. Alors, et puis alors vraiment le côté univers, c'est-à-dire, comment on va expliquer que Iron Man ne sera plus dans la série, parce que là, on est dans le dernier épisode où on le voit, heu, véritable on peut dire encore un peu Iron Man tel qu'on l'aime. Après Mmh. ça Ouais. va après ça va être un peu fini, après il méritera un peu des claques dans la tronche. Mais, moi j'adore par exemple dans le premier épisode, ce passage où tu as, Thor et pas Th Thor et la guêpe qui reviennent et tu as la guêpe qui est complètement, traumatisée par ce qu'elle voit et tu as Thor qui essaie de la réconforter et qui lui dit et elle lui dit: «Bah non, non, c'est bon, t'inquiète, je vais m'en sortir, OK, je respecte ça» et puis en fait, tu as Jennifer Missul qui voit ça et puis mais putain, mais c'est n'importe quoi, tu vois bien qu'elle souffre, quoi. C'est quoi cette espèce de respect de la vie privée, le code des vengeurs alors que là, elle a besoin de toi, elle a besoin que tu parles. Enfin, tu vois, tu vraiment quelque chose de te dire: «OK, on est des super tout ça, mais on est aussi des êtres humains, on L'être a humain. besoin Mmh. de ouais, de parler» et tu le ressens vachement bien à plein de niveaux. Que ce soit via Captain Marvel ou Mark via Grunwald disait dans le courrier des lecteurs, il disait qu'ils avaient avec Stern et avec, Milgrom, ils avaient décidé de faire le comics Marvel. mmh, C'est pour eux, c'était Ouais. ça. Il fallait que ce soit le comics qui représente Marvel. mmh, C'est Avengers, c'est le cœur de l'univers et effectivement, c'est celui peut-être de toute cette gamme-là de comics Marvel dans les années 80 qui ressemble le plus au comic en fait, qui capte le plus l'essence du Marvel des années 60. C'est-à-dire que c'est Mmh. du Stan Lee, Jack Kirby, Steve mmh. Ditko, mais amélioré quoi. Enfin, Ouais, ouais. en tout cas pas amélioré dans le sens, c'est meilleur, mais dans le sens, voilà, updaté pour, C'est ça, voilà, modernisé. Ouais, remis à remis à jour. jour, pour les années Ouais, remis à 80, jour. quoi. Ouais. Ouais, ouais. Exactement. Et c'est ouais, bah, c'est aussi peut-être la force du dessin de Milgrom aussi, de donner une personnalité à chaque personnage et de le mettre en valeur quand même un minimum dans chaque case, avec L'alliance, un côté un peu Kirby, quoi, hein. ouais, ouais, moi j'aime bien le côté, j'allais dire, le côté un peu massif Ouais, des persos. que Moi, retrouver C'est-à-dire j'ai ce aussi côté, chez les super ouais. vilains, qui ont ouais, Moi, j'adore aussi cette manière comment tu as, dès la fin du premier épisode, le côté un peu c'est la merde totale. Et mmh, bah, vraiment, tu te dis: «Putain, on est dans la merde». Alors Pym, c'est bon, est-ce que c'est un mmh, traître? C'est pas le traître. Jennifer Walter, donc enfin Missul qui perd ses pouvoirs. T'as Iron Man, donc il est manquant. T'as donc Pym qui est enlevé. Enfin, c'est vraiment une merde totale. Ils sont complètement désespérés dès le 229 et là, t'as Captain Marvel, la dernière, recrue qui te les remonte, quoi, tu vois? ouais. Mais c'est mmh, vraiment comment tu arrives à déjà une situation super désespérée et comment quand même tu arrives à remonter en chemin juste en tirant un peu, on va dire: «Écoute, on va faire les trucs un par un, boum, et puis on revient sur le devant de la scène, quoi». Mais chez ça va être un des traits récurrents de Mmh. Stern, c'est-à-dire le côté, toutes les sagas commencent, tu as l'impression que jamais les Avengers vont réussir à remporter la mise, quoi. Enfin, mmh ça, c'est quelque chose et c'est quelque chose que je pense, un scénariste qui a beaucoup regardé ce qu'a fait, Stern, c'est Jeff Jones Oui. et Jeff ouais, Jones sur les Justice Society, c'était ça. C'est-à-dire Mmh tous mh. les mmh, arcs, ça commençait, la Justice Society se faisait laminer, quoi et tu te disais: «Mais jamais ils vont pouvoir revenir», tu vois? mmh, Et il y a ça, il y a ce côté-là chez Stern, alors que déjà dans les premiers numéros se trouve, la solution, en fait, Oui. mmh, ce qui va les sortir de la muise, quelque temps plus tard. Là, il y a cette espèce de
justement le MacGuffin du contrôleur, du test de contrôle mental. Voilà, mais il va y avoir comment dire, d'autres éléments au fur et à mesure des sagas. C'est super, c'est toujours super bien construit en fait. Sont toujours très bien équilibrés entre ce que tu vois arriver et ce qui va te surprendre. On parle un petit peu des Maîtres du Mal. Ouais. On fera une émission sur les Maîtres du Mal puisqu'il y aura la fameuse saga, Under Siege qui est le 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 Ouais. sommet Mm. le sommet des Avengers de Roger Stern. Mais il y avait déjà cette première rencontre des Maîtres du Mal, où il reprend une équipe qui a été conçue par Jim Shooter quelque temps avant, mais qui n'en a rien fait, puisque les Maîtres du Mal se sont juste réunis pour dire on est les nouveaux Maîtres du Mal avec Ted Duff. Mm. Mais c'est vite parti en eau de boudin quand Whirlwind, Cyclone, essaye de prendre la place du chauffeur de la guêpe pour essayer de chauffer la guêpe, justement. Et donc les Maîtres du Mal sortent parvis de la maison des Vengeurs, baston qui s'ensuit, tout le monde rentre chez soi après, mais et voilà, c'est pas une première apparition éblouissante de cette équipe. Là, voilà, là, l'équipe a quand même plus de gueule. Entre l'épisode de Shooter, donc qui se déroule dans le 222, et cet épisode-là, l'équipe a un petit peu été modifiée, puisqu'il y a effectivement Ted Duff, il y a Tiger Shark, il y a Moonstone qui était déjà là, mais il remplace, je crois qu'il y a The Beetle aussi, Mmh. mais il remplace, le Cyclone par, Radioactive Man et le Scorpion qui faisait aussi partie de l'équipe par le Shocker. Donc 2 autres, 2 ennemis de Spider-Man. Alors, c'est la troisième version des Maîtres du Mal. La première, c'est Baron Zemo qu'il avait créé dans les années 60, donc c'était l'équipe la version négative des Vengeurs puisque chaque personnage était, un ennemi d'un des Vengeurs précis, donc voilà, il y avait le Fondeur qui était l'ennemi d'Iron Man, il y avait, le Chevalier Noir qui était l'ennemi de Giant Man et il y avait, Man qui était l'ennemi de Thor. Donc voilà, c'était un peu la 1re version. Ensuite, Roy Thomas va faire une deuxième version, qui est notamment contrôlée par le Crimson Call, qui est en fait Ultron. C'est les premières apparitions de Ultron. On reviendra sur ces 2 versions-là quand on parlera de Under Siege. Dans cette version, on a droit donc à Ted Duff, qui est l'ennemi, juré de Ant-Man, Hank Pym, depuis, ses débuts, puisqu'il est apparu dans Tales to Astonish 38 de 1962. C'est une grosse pourriture, hein, comme on le voit dans les 3 épisodes. C'est vraiment un gros Vraiment une grosse bâtard merde. qui Hein. est ouais, ouais. Il Ah, y a il est vraiment, lui, il a lourd. Mm. ouais, au départ, c'est un scientifique, spécialisé dans le nucléaire, en fait, Mm. qui vole des secrets, gouvernementaux, puis qui les vend aux plus enfants. Mais c'est surtout une saleté, ouais, qui en veut beaucoup à sa nièce, donc Patricia qu'on voit et il essaye de la tuer à un moment donné dans un accident de voiture, il essaie de faire exploser sa voiture, elle perd un bras et c'est d'ailleurs à cause de ce bras perdu que, dans les épisodes de Jim Shooter, donc des Avengers, Ted Duff arrive à manipuler Hank Pym, puisqu'il lui fait croire que, il est redevenu enfin, il lui fait croire qu'il a décidé d'arrêter d'être un super vilain, qu'il veut se racheter auprès de sa nièce. Il dit: «J'ai créé un bras bionique, si tu peux, voilà, c'est une prothèse, si tu peux la donner à ma nièce, lui faire comprendre que voilà, que je ne suis plus, un salopard». Et une fois que Hank Pym retrouve Patricia, elle lui donne la prothèse. La prothèse, en fait, est maléfique. Alors Mm. c'est complètement quiche, hein, là, on voit que Jim Shooter, c'est pas Roger Stern, hein, dans les épisodes des Avengers. Elle est contrôlée par le bras, Mm. et en fait, Ted Duff lui explique que voilà, le bras, peut s'autodétruire et donc s'il veut que Patricia s'en sorte indemne, il a intérêt à bosser pour lui. Donc c'est comme ça qu'il vole, lui, des secrets gouvernementaux, Hank Pym, pour le compte de Ted Duff et c'est pour ça il ruine sa réputation. C'est tout ce qu'on a, avant les épisodes de Stern et qui sont résumés dans le précédent épisode. Dans l'équipe, il y a aussi Tiger Shark qui est aussi un gros bâtard mais Mm. qui a plus de raisons d'être un gros bâtard, parce que c'était un nageur
olympique qui a en fait tenté de sauver une personne à la noyade et puis qui s'est retrouvé handicapé. Et sa sœur, qui n'est autre que la femme de Stingray, Manta, le super-héros aquatique de Marvel, qu'on va aussi retrouver dans les Avengers. Sa femme contacte un docteur qui utilise un traitement pour lui donner des pouvoirs animaliers, notamment les pouvoirs du requin. Et c'est ce qui le rend fou et méchant. Et voilà, il a été créé par Roy Thomas et John Buscema dans Submariner numéro 5 de 1968. On a le Shocker, bon, un ennemi de Spider-Man des années 60. Il est apparu dans Spider-Man 46 par Stanley et John Romita. C'est un gros loser, mais il a un super costume. Ah, j'adore. Ouais. J'adore. Et Herman Schultz, mais c'est quand même un loser. Quand même, il se fait battre par Spider-Man la première fois parce que Spider-Man lui colle les pouces. Comme ça, il peut pas actionner ses gants vibratoires. C'est quand même, c'est quand même C'est pas con, hein. terrible comme Mm. première Bah là, défaite. il se fait mettre hors circuit assez rapidement hein, Oui, par le aussi. faucon. Oui, ouais, Pièce dans ouais. les bracelets, c'est Mais, mais, réglé. mais, Et puis, il a l'air Voilà. étonné en plus quand. mais d'ailleurs, tu vois à quel point il est nul parce que même dans l'équipe tête d'œuf, en fait, on va conditionner le plus nul de tous parce qu'on sait que c'est Oui, Mm. lui qui se fera avoir et que c'est lui qui qui se fera pourra balancer. capturer. Ouais. Et que c'est lui qui... Du coup, on sait que c'est le choker, quoi, tu vois. D'ailleurs, il commence par se faire casser la gueule par Tiger Oui. Shark, qui apparemment ne peut pas le supporter Ouais. et qui comprend pas pourquoi il est dans l'équipe, même si on lui a expliqué pourquoi il était là. Ah, même si dans l'équipe Euh, des méchants, t'es considéré comme le loser, c'est vraiment t'es un gros loser. En Il parlant aura de loser, une ouais, petite carrière dans la dans le série, porno, dans le porno le aussi, choker. ouais. Avec le oui, Le choker. choker. Ah, Avec ses petits pouvoirs vibratoires, c'est vrai que ça peut être intéressant. Ouais. voilà, je sais plus comment elle s'appelait cette série avec les méchants de Spider-Man. Ouais, Ah oui, Superior Foes Superior of Force Spider-Man, aussi, mais ça c'est ouais, ouais. génial. Ouais. Ouais, Excellente Don série. Spencer. Mais d'ailleurs c'est un peu le couillon de la bande en fait. Ouais. C'est le gentil crétin de la bande. Ouais. Ouais. C'est celui Ah, qui se fait. Ouais, il finit dans un coffre à la fin. Les scénaristes américains aiment bien se foutre de la gueule de ce personnage. Ouais. En parlant de loser, il y a le Scarabée aussi, Abner Jenkins, qui est dans l'équipe, qui est tellement un loser que j'ai oublié de le mettre dans ma liste. J'ai été vérifié, il, il a été créé dans Strange Tales 123, alors en 1960 et les brouettes, par Stanley et Carl Burgos. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a été redesigné par Roger Stern et John Byrne dans les épisodes de Spectacular Spider-Man quelques temps avant cet Ouais. épisode. Il a Mais j'aime bien une son armure. Ouais, son armure est Son assez armure cool. Ouais. était- Ouais, J'aime beaucoup, moi. ouais. Et ce qui va être intéressant, c'est que ça va devenir un super-héros, mais tout aussi nul, Mac One, un des Thunderbolts dans les années 90-2000. Ouais. Et qu'on retrouvera aussi d'ailleurs dans Dans Superior Superior Foes Pose. of Spider-Man, ouais. Et personne ne peut l'encadrer parce qu'ils considèrent tous que c'est un traître. Ouais. Il va devenir Euh, noir même à un moment donné. Oh purée, Pour oui, se oui, faire passer dans un truc de protection de témoin version super-héros, oui, quoi. oui, 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 mais tout Oui. à fait, ouais, ouais. J'avais complètement zappé ce- cette anecdote. Et c'est lui qui est Ouais, en coloc avec Peter Parker là dans les épisodes de Eh ben oui, oui, clairement, ouais, parce Amazing que je crois que ça, ouais. Spencer reprend un Il peu le le cast reprend, ouais. ouais. Parce que je sais plus s'il y a Boomerang ou Speed Demon, mais en tout cas, Ah, je sais plus, je les ai pas lus, ouais, donc j'ai juste. ouais. On a Radioactive Man, que j'aime bien, moi, Aussi, ouais. qui est Ouais. le savant chinois qui est. J'ai toujours trouvé cool, moi, ce personnage-là. Ouais, Journey into Mystery 93, juin 63, c'est un des premiers ennemis de Thor, et en fait, son pouvoir est assez cool parce que donc c'est un laborantin chinois qui a été transformé par les autorités en homme radioactif, et il arrive comment dire, en fait, en sa présence, Mjolnir marche pas, en fait, la magie marche pas. Mm. C'est l'inverse de chez DC, où la magie peut battre Superman. Là, c'est la magie, elle fait science. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage qui a été créé par Stan Lee, mais Jack Kirby et Robert Bernstein, qui était un scénariste de Superman dans les années 50. Il a créé notamment Metallo,
qui était aussi un personnage Mhm. qui pouvait voilà, rendre faiblard surpuissant. Donc ils ont un peu transbahuté cette idée quoi, voilà, d'homme radioactif. Et il y a ma chouchoute, ma préférée, qui est une fifi de Roger Stern, puisque c'est Roger Stern qui l'a créé dans Incredible Hulk 228 avec Sal Buscema. De 78, c'est Moonstone, c'est le docteur Carla Soffen, qui est une psychiatre qui travaille avec le docteur Faustus et qui reprend le costume qui arrive à convaincre en fait le précédent Moonstone, qui était un ennemi de Captain America dans le run de Steven Gellhart au milieu des années 70, Mhm. de lui passer ses super pouvoirs. Parce que c'est une psychothérapeute, mais c'est aussi une spécialiste de la manipulation. C'est une ordure. J'adore ce perso. Et elle va avoir une carrière voilà, dans les années 2000. Notamment, elle va remplacer Miss Marvel dans les Dark Avengers. Ouais. J'adore ce perso. Je trouve que c'est Ouais. vraiment un Ah bah, des... elle va avoir une place très importante dans les Thunderbolts, un peu comme la Reine Blanche effectivement. dans les Oui, X-Men. Ouais, c'est ouais, ça. Elle ouais. ne cesse de manipuler tout le monde. Ouais. Elle va même séduire Œil de Faucon à un moment donné. Oui, ouais. Euh, Ouais. non, c'est, Et on va la revoir assez souvent dans le run des Avengers. C'est pas la dernière fois que vous la verrez, la petite Moonstone, et elle va s'en sortir à chaque fois, comme c'est là vrai. où elle arrive à dealer sa remise de peine. Ah oui, Ah, c'est mais elle est très effectivement. forte. Ouais. Elle est très Ouais. forte à ce niveau. C'est d'ailleurs étonnant qu'ils aient pas encore utilisé le personnage au cinéma. Ouais, Parce ouais. que Ouais, s'ils veulent un ouais. personnage de femme forte, Ah ouais, là, là pour clairement, le coup, ouais, c'est assez inattaquable parce que ouais. elle tire son épingle du jeu à Et, chaque fois dans toutes les sagas. Elle C'est est ouais. le toujours rôle pour Emily gagnante. Blunt. Un Et, rôle pour Emily Blunt. et contrairement à Emma Frost, elle s'est pas fait mater par un mec. Ouais. Parce Ah, mais que tout Emma jamais, hein. Frost, depuis qu'elle est avec Cyclope, ils ont ôté beaucoup du... Ils sont toujours ensemble. Je sais plus. Ouais, en fait, ils Je sont un vais peu dire, tous en... pour moi, Je crois qu'ils... je lance des idées, mais comme ils changent tous les 6 mois de relation, et Mm. c'est quelqu'un qui est mort là, à cette heure-ci, ça se trouve, dans 2 mois, il est vivant. Donc, je, je- je parle surtout de comment est-ce que Emma Frost, à partir du moment où Grant Morrison l'a maquée avec Cyclope, Hmm. les autres scénaristes en ont fait juste une nana qui balance des vannes, mais pas Mm. Hmm, hmm, une hmm. pain bêche, mais pas. C'était plus Emma Frost, Ouais. voilà, tel que. Féminisme moderne. Ouais, ouais. Mais Moonstone, on va pouvoir la voir pas mal de fois dans le run de Roger Stern. Et c'est une de ses créations. Donc voilà, donc une association, ouais, moi je trouve sympa, les maîtres du mal, là, je sais pas Ah ce que ouais. vous en pensez, mais ouais, je trouve que l'équipe a de la gueule. Bah, elle a C'est de la gueule, et puis, ouais, face aux c'est pris Avengers. voilà, différentes éléments de l'histoire et de l'univers Marvel, je trouve ça sympa, moi. Hmm. Puis ils assurent face aux Vengeurs, quoi. Ouais, C'est bah ouais, ouais. les Ouais. mecs, enfin, tu vois, regarde, donc sur le premier épisode là de l'histoire, moi j'ai été vachement surpris sur Radioactive Man qui arrive justement à faire en sorte que Miss Cult perd ses pouvoirs, redevienne Jennifer Walters. Enfin, Ouais. ça te fout Mm. un cliffhanger de ouf. Franchement, moi ça m'a vraiment surpris, et même j'ai envie de dire, mais merde, comment elle va revenir? Et quand, pour faire transition, hein, comment elle revient, et ben, ça te montre qu'on a le meilleur perso de ce moment-là, de ce run, c'est-à-dire merci Hawkeye, quoi. Putain, Mhm. moi, ce mec, il est génial. C'est comment Hawkeye devient encore plus mortel dans ces C'est vrai. épisodes-là, hein. C'est vrai, Parce que tu as raison, c'est l'heure de c'est savoir là. qui a été le MVP Ouais. de ces 3 épisodes chez les Vengeurs et qui a été le gros loser. De... Alors, ouais, ouais. Et moi, c'est Donc, vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi aussi. Là, on en discutait, mais perso, il y a des petits moments où j'ai beaucoup aimé Captain Marvel qui remonte le moral à tout le monde, des ouais, trucs comme ça. Mm. Mais honnêtement, le passage où il de Faucon dit, allez, je vais essayer de faire revenir Miss Hulk, et qu'il la cherche, il la pousse dans ses retranchements, et elle arrive à se retransformer. Il y a une page, moi, que je trouve géniale, où tu vois
tu vois, enfin, t'as tout Le ce passage, couloir donc des. ouais, voilà, tu as tout ce passage, donc où t'as Hawkeye, il la pousse dans ses retranchements, il se fout de sa gueule et tout, puis après, voilà, t'as une case où tu vois juste le couloir, et t'entends un peu, et tu entends le gros cri, et là, d'un coup, tu vois Hawkeye passer, boum, et puis Jennifer Walter, enfin, Missy qui revient, fait, vas-y, viens, viens. Et ça, mais je trouve ce passage, mais génial, quoi. C'est vraiment super. Ou, comme tu disais aussi, avec son procès, que tu le vois après, qu'il est libéré et qu'il te regarde la caméra, qu'il te fait un gros clin d'œil et tout. C'est quoi, La quoi? li- ouais. C'est L'acquittement, ça vous gagne. ouais, Ouais. c'est ça. Et il Non, est, il non, est heureux comme O.J. Simpson. ah non, mais c'est exactement ça, c'est terrible. Tu te dis, bon, t'as quand même tué un peu quelqu'un. Après, bon, heureusement qu'il y a le procès par ses pairs, mais tu vois, c'est Et- limite, si justement, il en a un peu rien à foutre du procès civil, c'est le procès par ses pairs ouais, oui, où oui, là, il parce est que. vraiment Oui, sérieux, ouais, quoi, tu vois. ouais, 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 ouais. Oui, puis il a un contentieux avec Ted Duff, puisque Ted Ouais. Duff, dans les épisodes de Roy Thomas et Nicolan de Avengers, tuait le frère de Mm, mm, De mm, Clint mm, mm. Barton, il tuait Barney Barton. Voilà, dans Il a eu une sa de. revanche. Ouais, Mais sans le vouloir. ouais, et moi j'aime bien le fait qu'il nous rappelle qu'il a jamais tué personne en fait. Et Ouais. ça, c'est des trucs qui seraient, je ne sais pour quelle raison, mais c'est infaisable de nos jours, puisque maintenant, ils doivent tous être des anciens barbouzes Ouais. ou des paramilitaires. Voilà, le hockey Mm. de Génération Ultimate, c'est un mercenaire qui a déjà tué près de 1000 personnes ou un truc comme ça, Ouais, ouais. je me rappelle quand il est arrivé. Euh, ça n'a Non, lui, rien à voir, quoi. Le mec est un héros, quoi. C'est un ouais, ouais, c'est un super-héros. artiste de carnaval. C'est Voilà, de voilà, lui, à la base, carnaval, c'est un de fête foraine, pardon. voilà, un artiste de fête foraine qui devient super-héros par la force des choses Ouais. et qui va pas non plus partir dans le n'importe quoi quand il a tué un mec par accident. Voilà, il dit de toute façon, je pouvais T'as un pas faire traitement un autrement, peu il fallait de. bien que je sauve mon pote. Ouais. T'as un traitement un peu comme des flics, quoi. Ouais, oui, Tu c'est sens ça, un c'est peu le job. le. Mm. Ouais, c'est un peu le côté Capitaine Furio, quoi, Ouais, ouais, Mm. totalement. ouais, que je trouve pas mal, moi. Ouais, ça C'est part pas dans exactement ça, du quoi. C'est pas mal psychologique. parce que Stern, les, les, les personnages sont complexes, mais Stern clôt le débat rapidement. En fait, Oui. justement, Ouais. il clôt le débat de façon à ce qu'il n'y ait pas Ouais, ouais, il quelqu'un qui reste vienne pas comme un De Falco ou un Bob Arras à laisser les héros dans traîner. leur voilà, peiner Ouais, dans leur main et ressasser toujours les mêmes comme ouais, faisait ouais, lui ouais. Simonson aussi, Mm, toujours les mêmes traumatismes qui reviennent. Là, tu affrontes ton problème, mm, tu réfléchis dessus, c'est réglé et mm. de toute façon, on n'a pas le temps de s'apitoyer parce il y a une autre menace qui arrive Oui, parce qu'il a et déjà il faut être sur le imaginé coup, quoi. la Mmh. prochaine. Ouais, Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Tu ouais. pas le temps de Et, je- t'apitoyer sur toi-même quand tu es un super-héros parce qu'il y a toujours des menaces qui arrivent, quoi. et puis je pense que Stern voulait pas aussi avoir le mandat d'auteur de dire bah maintenant tu vas pourrir la vie d'œil de faucon, tu vois, Mmh. qu'on lui fasse le même traquenard qu'avec Jean Grey Mm. sur Ouais. X-Men, tu vois. Mmh. Où, comme elle avait détruit tout un système solaire, il fallait Ou qu'elle comme il vient de sauver ouais. le personnage dans le film. Bah oui, voilà, ouais, Il est quand même à l'équilibre est deux bien doigts trouvé. de. C'est vraiment, et puis c'est pas fait de façon, c'est-à-dire la mort de Ted Duff est pas faite de façon sadique. Non. T'as pas ça non plus. C'est vraiment, tu vois que c'est un Non, non, accident. à l'époque, C'est-à-dire on est loin du cynisme actuel et ouais. voilà, on est dans l'accident et Ouais, Ah, ouais, c'est vraiment, tu peux parce le que c'est comprendre. traité comme une scène super héroïque et c'est juste en mmh, mince, comment dire? Le résultat de l'acte héroïque est terrible, quoi. mmh. Mm, 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 mm. Ouais Ouais, et il puis, est dans la. Ted Duff, c'est quand même il est quand même dépeint comme vraiment c'est vraiment Ah, un salopard, quoi. c'est vraiment un salaud. C'est vraiment tout dans l'action, en fait, et c'est ça qui est fort, tu sais, Ouais. Mmh. si tu compares alors par rapport au Man of Steel de Zack Snyder, où donc quand il Mmh. tue Zod, où ça prend des heures et des heures, où empêtré par lui, il va tuer tout ça. Mmh. Là, justement, on est dans l'action, on est comme ce que tu Ouais. disais, c'est comme si c'était un flic qui doit abattre quelqu'un qui a le flingue, mais qui va peut-être pas s'en servir. Mais bon, il est là, il peut pas réfléchir 3 heures, il doit le faire. C'est après qu'on va s'attarder un peu sur le truc, mais fondamentalement, tu es sur des héros qui travaillent, quoi, aussi, hein. C'est des super-héros, mais voilà, ils sont dans l'action du truc.
Et ouais, et Oui, ça parce que clairement dans la scène, c'est ça où Hank voilà, Pym se fait tirer où Mmh. dessus. où Hank Pym se Mmh. fait tuer. Mmh. Et donc du coup, bah, ça et c'est là que c'est bon, quoi, ça s'attarde pas, mais cela dit, ça rend pas le truc simpliste pour autant. Au Non. contraire, Mmh. ça brosse tous les aspects de la chose. Mmh. Et ça intervient et c'est, peut-être enfin, ça intervient aussi après un truc que je trouve aussi assez grandiose, c'est le traitement de Hank Pym où on t'a mis le personnage plus bactère et dans l'épisode donc Mmh. central, Mmh. on t'en fait le mec quand même qui te maîtrise les mettre du mal à lui tout seul, Ouais. juste en ayant un plan d'avance sur tout le monde Il et fait en une te Superman 2. Mmh. il te fait un truc de ouf. Moi, j'adore la planche où il te dit, «Je ne suis pas Ant-Man, Ouais. je ne suis pas Yellow Jacket, je suis Mmh. Hank Pym», avec ce dessin où tu vois Mmh. ces 4 avatars et puis lui-même attaché, à la Mmh. machine et il les maîtrise tous, quoi. Et ça, c'est superbe comment tu mets ce personnage plus bactère et tu le ressors grandi en tant que super-héros à ce moment-là et puis après le dernier épisode en tant que même qu'humain. Parce qu'il a une attitude d'une telle maturité Mmh. par rapport aux Mmh. autres personnages, par rapport à Cap qui est toujours, très, optimiste, très, «Allez, c'est pas grave et tout», mais là, il lui dit: «Mais non, mais mec, je dois assumer là, Mmh. vraiment, quelque Mmh. chose et Ouais, puis, c'est bah, j'y vais, fini. c'est Ouais. fini». Et puis Mmh. la dernière discussion avec la guêpe, elle est magnifique. Pareil, Mmh. c'est Mmh. vraiment dans quelque chose. C'est en fait, ce qui est grandiose, c'est que là, tu es pas face à des personnages adolescents ou quoi que ce soit ou en devenir. Tu es Mmh. face à des adultes qui ont Mmh. eu un passé, qui ont déjà de la maturité et qui se comportent comme des adultes, quoi. Ouais, et C'est Hank Pym, tu sens qu'il est plus vieux un peu que le Ouais, reste des Mmh. personnages. ouais et ça te la rappelle bien, quoi. Ouais, ouais. Ah Ouais, ouais, On c'est va non, en parler de Hank Pym juste après. Je vais vous demander quand même de, de cette histoire. Moi, je peux vous donner le mien, c'est Thor, qui oublie complètement qu'il s'est volé quand le qui emporte Hank Pym oui. Mmh. sur le parvis du tribunal Il est pas vole dans le motivé ciel. Thor, hein. Il a pas des l'air motivé, ouais, et puis en il a plus, il arrête, je sais plus lequel, c'est le scarabée qui ouais, l'arrête juste juste en. en en tendant le poing. On Ouais, pense qu'il peut quand même arriver à ouais, neutraliser tout. Bon, il y avait tout ouais. le monde est déjà neutralisé quand ça arrive, mais il a Tu des sens soucis que ailleurs. Il a la tête ailleurs, ouais, Thor. ouais, il a tête ailleurs, il est pas là, il est pas vraiment là. Pas vraiment là, ouais. Il est assez fin, Stern pour, mettre, dans la scène du tribunal le fait il doit soulever tout le tribunal à lui tout seul. Ouais. Donc ce qui explique qu'il est pas dans la bataille directement, mais une fois qu'il est dans la bataille, tu sais, il est comme les autres, il est en train de regarder le vaisseau qui part. Puis Ah, tu le sais, tu envie personnage de lui dire: «Mais tu sais voler toi, en fait, tu as un marteau, te» tu vois? «Qu'est-ce que tu fous?» le 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 personnage est trop puissant pour, Ouais, voilà, ouais. Ouais, d'ailleurs, voilà, Thor, c'est pas forcément dans les prochains, Avengers ouais, de on sent Stern. il a Ouais, pas vraiment sa place dans le truc. Il ouais, est là ouais, ouais. pour faire le nombre et puis pour amener un petit peu de star power, quoi, Donc donc désolé Thor, Mmh. désolé fils Thor d'Odin, mais pour là, ce coup-ci. tu crains. Ouais, il passe devant une tête devant, Miss Hulk Ouais. qui quand même quand elle redevient elle-même, ne se supporte pas. Elle a quand même beaucoup de Mmh. troubles psychologiques, hein, Ouais. Ils ont l'air de faire semblant de rien voir, mais on sent quand même qu'elle est quand même bien perturbée Aussi dans sa tête ouais, et d'ailleurs, ils sont tous enfin, j'allais dire, ils se battent tous, pour la place de dernier dans ces 3 épisodes. Ils sont vraiment choqués par mmh, l'affaire, mais c'est bien Ouais. fait, hein. C'est bien ouais. fait parce que Janet Van Dyne qui fout dehors, Scott Lang, Manu Militari, juste Ah. parce que, elle lui Elle veut rappelle te son ex, tu sais, tu as envie Mmh. de lui dire: «Mais, ça peut vous aider, en fait». c'est ça. C'est Pourrait servir à quelque chose quand même. ouais, ouais. Ouais, «Non, Pas juste le livreur, mais je veux ré mais je peux vous aider, j'ai un cas, «Hé! j'ai un costume, c'est bon, je peux. je peux Non, vous non, mais montrer c'est comment vous en servir de la machine». je sais où il est! Ouais. Tu avec les fourmis, on peut «Les fourmis discuter!» m'ont Les dit». fourmis. ah, Ça m'arrive à chaque fois. Ouais, ouais, voilà. Ouais. putain. Bon, Bon. Ouais. on va passer à la 2e partie, donc le spotlight. Spotlight forcément donc sur Hank Pym et la guêpe, le couple mythique, de Marvel qui se désagrège dans ces épisodes et voilà qui met un terme à leur relation, terme momentané, mais un terme quand même, dans cet épisode numéro 230. Alors, bon, en vitesse, Hank Pym, il apparaît dans Tales to Astonish, numéro 27 de janvier 62. Alors, c'est une histoire à la con,
de Marvel. C'est des histoires de monstres, mais pas super intéressantes, hein. Hank Pym découvre les particules Pym, donc découvre la potion qui lui permet de se rapetisser. Sauf que il a foutu l'antidote sur le rebord de la fenêtre. Il est trop petit pour l'atteindre. Et du coup, il se retrouve au jardin. C'est vraiment ce qui se passe dans l'épisode. Ça dure 8 pages. Et à la fin, il se dit que c'est trop dangereux. Quand il arrive, en fait, il arrive à commander à des fourmis, mais sans son casque, à, à le remonter au rebord de la fenêtre et à rentrer dans l'éprouvette où se trouve l'antidote. Moyennant Et quelques faveurs sexuelles. pardon. Moyennant quelques faveurs sexuelles. Ouais. Et il finit par décider que c'est trop. Mm. C'est trop de responsabilité, quoi, pour l'être humain de rapetisser. Donc il fout dans l'évier les deux. Il va les nettoyer filles- son les appart deux. aussi parce que c'est pas Ouais, normal d'avoir des fourmis comme ça dans le labo. c'est la dernière fois que. Et Je change de femme de ménage. ouais. Mais quelques temps plus tard, donc dans Tales to Astonish 35 de septembre 1962, on décide de ressortir Hank Pym. On explique que finalement, en fait, il s'est dit non, non, mais c'est une bonne idée, en fait. Et il a recréé sa formule une semaine plus tard, ce que nous dit le Marvel Handbook of. Donc, déjà à l'époque, il changeait d'avis comme de chemise. Et il se crée. Alors, c'est pas mal fait, par contre, le premier épisode de Ant-Man, parce que tu as vraiment l'explication de pourquoi, pourquoi il crée son casque cybernétique? C'est parce que les fourmis l'ont aidé, donc il se dit qu'il peut communiquer avec. Donc il crée le casque cybernétique, donc tu vois qu'il y a un émetteur, un récepteur, c'est pas mal foutu. Et la combinaison, c'est pour éviter justement de se faire tuer par des bestioles. Donc c'est une combinaison en code de maille et en molécule instable. Je crois même que c'est la première, comment dire, la première Mention. référence, ouais, aux Une molécules molécule instables, instable. puisqu'on en Avant que Reed reparle Richards après pique, dans l'épisode avec la guêpe. avant que Reed Richards pique le brevet. Ouais, C'est moi qui l'ai monté. salaud, salaud de Reed. Faut le Richards, mentionner. dont on vous rappelle qui sont mauvais de la bouche, C'est vrai. ce que tu nous as appris la semaine dernière, Mm, vu qu'il c'est ça. fume Et la qui pipe. parle fort au restaurant. Il parle fort au restaurant. Un gougnafier, ça. Richards. Dans 12 to Astonish 44, on apprend que le bon docteur Pym est veuf. Il était marié à Maria, une Hongroise. Voilà, insérer n'importe quelle blague sur les rencontres sur Internet. Moi, beaucoup aimé toi, savant américain. Voilà. Ils vont en vacances en Hongrie, ce qui est une bonne idée, puisqu'il se fait kidnapper et tuer. Hank Pym finit en tôle avec une blessure à la tête, dont on finira, je crois, par expliquer que c'est un peu le début de ses troubles mentaux. Mm. Tout Ça aide ça, on d'autres trucs l'apprend en qui se passent en flashback. prison. Pardon? Et ça aide d'autres trucs qui se passent en prison, mais bon, on n'en parlera pas là. Ouais, c'est des prisons de l'Est en plus. Voilà. C'est- Ce qui se passe dans Et les prisons de l'Est, dans les prisons de l'Est, hein. ouais, tout ce qui se passe en Hongrie reste derrière le rideau de fer. Ouais. Tout ça, on l'apprend en flashback. Pourquoi? Parce qu'il rencontre le sosie de sa femme, en tout ce qui dit c'est fait très de Palma, hein, l'épisode de la première rencontre avec la guêpe. Moi que j'aime beaucoup, hein. De toute façon, j'aime beaucoup la guêpe comme personnage. Janet Van Dyne, qui est la fille d'un savant, le savant Vernon Van Dyne, qui communiquait avec des extraterrestres, ce qui est une mauvaise chose, puisque le premier extraterrestre qu'il va rencontrer va le tuer devant les yeux de sa fille, qui contacte Hank Pym, qui lui dit ah, pauvre sotte, mais vous vous foutez de moi, je suis trop vieux pour vous. Finalement, c'est les fourmis qui convainquent Hank Pym. Du coup, Hank Pym arrive en costume de Ant-Man dans le labo, rencontre Janet Van Dyne. Il lui propose de devenir son collègue, sa coéquipière, Mhm. de pratiquer des expériences sur elle, où il lui Mhm. donne des, des ailes. Voilà. Tout ceci pour dire que une fois qu'ils rejoignent les Vengeurs,
Hank Pym se dit qu'être un homme fourmi, avec Thor et Hulk, c'est peut-être pas la bonne solution hein, pour, Mhm. comment dire, pour aider ses coéquipiers. Donc, il améliore sa formule, il devient Giant Man dans Tales to Astonish 49 de novembre 63. C'est pour ça qu'on voit Ant-Man dans le premier épisode des Avengers. Et dans le deuxième, c'est Giant Man. Donc, il devient un géant. Ça l'aide pas plus hein, pour être efficace parce que c'est quand même un gros boulet dans l'équipe. Giant Man et la Guêpe partent de l'équipe dans le numéro 16 des Avengers. Ils reviennent dans le numéro 28 puisque la Guêpe a été capturée par le collectionneur. Là, Hank Pym améliore sa recette et devient encore plus grand sous le nom de Goliath. Sauf que manque de bol, quand il devient plus grand, il ne peut pas dépasser 15 minutes à cette taille. S'il dépasse cette taille, il reste coincé à la taille et il a des problèmes cardiaques. Donc quelque chose qui s'en approche. Je n'ai pas trop compris. C'était écrit par Stanley, donc c'est un peu. Ça change enfin, les règles changent suivant les pages. Et on finit par la dernière identité à l'époque de Hank Pym, qui est celle de Yellow Jacket, dans les 2 meilleurs épisodes des Avengers de tous les temps, c'est le 59 et le 60. C'est le mariage de Hank Pym et la Guêpe. Alors, vous vous rappelez tous de ce qui se Ouais. passe C'est Glauque. ouais, c'est Yellow Jacket est un nouveau justicier qui arrive et qui explique aux Vengeurs qu'il a tué Goliath. Euh, Et c'est un justicier un peu bravache, quoi. Un peu, très, très précurseur, en fait, des anti-héros à la Wolverine, Punisher, ouais, ou à la Guy Garner des années 70 et 80. Il capture la Guêpe, il l'embrasse contre sa volonté. Et là, la Guêpe se dit, oh, il a l'air quand même sympa, hein, ce jacket. Qu'est-ce qu'il embrasse bien? Qu'est-ce qu'il embrasse bien. Et en fait, dans le donc le cliffhanger de l'épisode, c'est que la Guêpe annonce qu'elle va se fiancer avec Yellow Jacket et dans l'épisode suivant, il y a le mariage. Et dans le mariage, durant le mariage, les époux et les Avengers se font attaquer par le Ringmaster et son cirque du crime. Quand même, ouais. Il y a le méchant clown, je sais plus comment il s'appelle, Bonzo ou quelque chose comme ça. Il y a la princesse Python avec son boa. Il y a Clown qui sent une drôle d'odeur. il y a les Gambini, les 2 acrobates là qui sont moustachus, qui arrivent quand même aux Avengers, hein. Thor, Ouais. hein, donc, du coup, ils ont un peu le boulet dans l'équipe, hein, et ça finit sur, la Guêpe qui va se faire, comment dire? Qui est prisonnière du boa de la princesse Python, enfin du python de la princesse Python. Et qui, du coup, va être étouffé. Et là, on s'aperçoit que Yellow Jacket est en pleine panique, en pleine crise de panique. Et là, d'un coup, il se métamorphose, il grandit. On s'aperçoit que sous le costume de Yellow Jacket, il y avait Hank Pym, il y avait Goliath, qui n'était pas mort, en fait, qui nous faisait juste une petite crise de schizophrénie. Voilà. Ce Ce qu'il y a de Voilà. rien plus du tout, quoi. normal. Voilà, ce qui est tout à fait normal après avoir créé Ultron, hein, qui Mm. est déjà un robot tueur qu'il avait créé sous une petite crise, voilà, hypnotisé par son robot ménager, Mm. je me souviens bien. Mon Mais grippin qui m'a dit de le faire. et là, c'est juste parce qu'il déprimait, parce qu'il il osait pas demander la Guêpe en mariage, enfin, bon, Ah. problème de couple. Du coup, Yellow Jacket et la Guêpe retournent dans les Vengeurs. Hank Pym n'arrête pas de changer d'identité pendant un moment. Il redevient à un moment donné l'homme fourmi dans un super épisode dessiné par Neil Adams où Mm. il va à l'intérieur du corps de la Vision pendant la guerre Kree-Skrull. Et puis, dans les années 70, Jim Shooter, déjà lui, fait des où Hank Pym, là, pète de nouveau les plombs, est contrôlé par Ultron pour lui créer, comme dans La fiancée de Frankenstein, pour lui créer une fiancée basée sur Ultron, est basé en gros sur les schémas cérébraux de Pym. Donc c'est un androïde tueur. Il veut que Jocaste, donc l'androïde femelle qui demande à Hank Pym de créer, ait les schémas cérébraux de la Guêpe.
Donc c'est un complexe d'Édipe mal digéré par le robot. Tout ceci finit par montrer Hank Pym aller en pleine dépression, quoi, en HP. Après, il revient dans l'équipe, période d'adolescence, cool, assez sûr de lui. Il y a deux très beaux épisodes de Marvel Team Up qui boostent les pouvoirs de la guêpe par Chris Claremont et John Byrne, les deux épisodes. Et puis arrivent donc les épisodes de Jim Shooter dont on a parlé la dernière fois et qu'on a un peu résumé là, dans cet épisode. Jim Shooter, il faut savoir que son plan initial, c'était de dire de mettre vraiment en pile plus bas que terre, mais pour le faire revenir en tant que super-héros après dans l'équipe. Et il a dit que Roger Stern avait un peu changé les plans en fait qu'il avait pour Hank Pym, puisqu'il ne comptait pas en fait faire de Hank Pym, voilà, de voir Hank Pym abandonner son identité de super-héros. Et c'est beaucoup plus logique, je trouve, que Roger Stern a fait que de faire un retour gagnant, parce que lors de ce retour gagnant, là, je vais vous laisser un peu parler sur Hank Pym et la guêpe, vos meilleurs souvenirs, ce que vous en pensez, ce que vous aimez. Est-ce que vous aimez déjà Hank Pym et la guêpe? Parce que c'est pas des personnages. Hank Pym, en tout cas, c'est pas un personnage aimable Non. au premier sens du terme. Bah, moi, en plus, c'est rigolo parce que je crois que Hank Pym, je l'ai découvert un peu plus tard. Enfin, quand il est un peu plus tard dans les Aventures de la Côte Ouest. Et en fait, ce que je trouvais assez étonnant quand j'ai vu à peu près qui il était après avoir lu d'autres choses, c'était de te dire, putain, en fait, il est mortel, mais là, bah, c'est pas un super-héros, c'est Hank Pym. Et il est quand même super bien présent, super. Du coup, c'est là que j'aimais bien rétroactivement quand j'ai découvert les épisodes de Roger Stern. Je me dis, putain, c'est génial, il y a vraiment une belle évolution d'un perso qui, en fait, un des premiers en plus à te dire, c'est bon, je raccroche, et qui pour le coup raccroche bien, mais raccroche vraiment tout l'attirail super-héros pour dire, ouais, ok, mais en fait, moi, je vais continuer en étant juste moi-même. Et je vais pouvoir être vraiment utile à mes amis et à mes collègues super-héros. Et j'avais adoré ce passage-là. Après, le problème, c'est que c'est un personnage après qui ont fait un peu n'importe quoi tout derrière et qui fait que bah, je pourrais même pas te dire que je l'aime bien ou que je l'aime pas parce il y a tout et n'importe quoi qui aurait pu être fait. La, la guêpe, par contre, moi, je la trouve toujours cool. Moi, je trouve que Ouais. c'est vraiment c'est un personnage qui, bah, on va enfin, sûrement après plus la développer dans les autres épisodes de scène parce que moi, j'adore le fait qu'elle soit un leader qui est pas forcément attendu, Mm. alors qui est souvent contesté par le leader naturel des Avengers qui est Captain America, mais qui la conteste jamais devant tout le monde, mais qui prend sur lui et qui en même temps se rend compte à quel point bah, elle fait des choses différemment de lui qu'il ne ferait pas, mais que ça fonctionne sur des points qu'avec lui ça n'aurait pas fonctionné. Et j'adore comment petit à petit elle prend vraiment une assurance totale dans ce rôle-là. Et puis moi j'adore son côté fan de la mode, femme. Ouais. Tu sais, elle a un petit côté. Enfin ouais, c'est un peu pareil, cliché de dire ça, mais c'est la femme moderne qui s'assume, c'est la working girl des années 80. Enfin, il y a vraiment un peu tout quoi, que j'aime beaucoup dans ce personnage. Et c'est pareil, après, à partir des années 90, fin Ouais. 90, c'est pareil, on nous en font tellement n'importe quoi que aujourd'hui, je pourrais pas te dire si j'aime bien ou pas la guerre. Je pourrais même pas te dire si elle a envie ou pas, là. Enfin, si je sais, parce que tu m'as collé à essayer de faire le petit historique derrière des années 90 et 2000, donc je sais pas, je vais vous dire vite fait après tout ça. Donc, on a cette période-là de Dr. Pym dans les Vengeurs de la Côte Ouest. Bon, la Guêpe qui, elle, continue son rôle de chef des Vengeurs. Les années 90, il revient, Pym, ça y est, il se dit, allez, c'est bon, je redeviens un Giant Man. Quelle La bonne Guêpe, idée. ouais, quelle super Hmm. bonne idée. Bon, on a Heroes Reborn. Honnêtement, là, je sais plus du tout. Alors, je sais qu'il y a le Avenger Forever de Buzek et de Paquetto. Pardon, oui, c'est Pacheco, je crois. Pépite. Pacheco. De Pépito. Pepito, bah, bref, excusez-moi. Paquito. Paquito de Bella. Ouais, ouais. Où il y a plein de versions de lui. Bref, en fait, là où ça se repose un peu, c'est après Avengers Disassemble. Le couple se redonne une autre chance et se décide, bon, bah, on se casse, on va essayer de vivre un peu notre vie après tout ça. Mine de rien, bon, ils reviennent pendant Civil War, là, ils décident tous les deux d'être dans le camp de Tony Stark.
Pym va devenir un administrateur du projet Initiative, le couple bat de l'aile, Pym va revoir Tigra. Alors Janet, elle part rejoindre les Mighty Avengers, donc c'est l'équipe de Vengeurs qui est dirigée par Carol Danvers après Civil War, c'est l'époque où il y a des Avengers, des 50 équipes d'Avengers. Ça devient donc n'importe quoi, donc on va profiter de Secret Invasion pour décréter qu'en fait que Pym était un Skrull, qui arrange tout le monde. Donc en fait, le vrai Pym revient à ce moment-là, le Pym qui était en gros Et le Pym en Tigra est fait. pas enceinte d'un Skrull? Il Je y a pas crois qu'il y a ce... un truc comme ça, mais Ouais. c'était tellement soporifique ce truc. La guêpe meurt, donc Pym décide de prendre son identité. Donc tu as le Pym qui revient, donc qui a été enlevé un peu avant ce Civil War, qui revient et qui là cette fois dit je m'appellerai la guêpe. Quelle bonne idée. Non mais c'est super. Alors là ils font de l'Académie des Vengeurs, donc c'est comme des initiatives mais c'est pas pareil, mais c'est pareil. Alors c'est là qu'on a Eternity, l'entité Eternity qui en fait lui dit qu'en fait tu es le scientifique suprême, qui est un peu l'équivalent du sorcier suprême mais pour la science. Ça ne veut Alors rien dire. ça ne Ça ne veut veut rien rien dire. dire. C'est... Mais en gros, c'est juste pour dire qu'en effet, c'est vrai qu'un mec qui à la base est biologique, mais qui arrive à construire un robot Ultron quand même qui vous détruit tout, quoi, et qui peut faire. Enfin, c'est le mec, c'est vrai qu'il est touche à tout, mais il n'y a que des scientifiques suprêmes dans l'univers de Marvel de toute façon. Ouais. Euh, voilà, on arrive à Et puis la l'épisode. science, c'est pas un truc que tu quantifies en fait. Non, la science, ce sont Voilà. d'abord des hommes et des C'est femmes des qui hommes et des femmes travaillent. qui travaillent. Ouais, voilà. Voilà, n'oubliez pas, et donner des sous, Ouais. quoi. Et alors après, on a une série que moi, je me rappelle à la lecture, j'avais bien aimé comme ça, et qu'il faudrait que je relise, mais il devient le leader d'une équipe d'Avengers, les Mighty Avengers aussi, mais là, scénarisé par Dan Slott. Avec tout un côté, notre base, c'est dans une maison, mais qui est toute petite, et en effet, qui donne des portes sur n'importe où. Enfin, c'était assez. Ouais, c'est Moi, je la Doctor trouvais Who, sympa. quoi. Ouais, il y avait un peu de ça, mais elle était sympa. C'était à l'époque Dark Reign, donc où tout le monde se faisait traquer, tout ça, et eux, ils faisaient vraiment un truc un peu sympa. Bon, de toute façon, il va mourir. Et puis, il se fait assimiler par Ultron. Et je crois qu'on en reste J'ai à lu peu près ça. là, Ouais. il y Rage a of Ultron, ça ouais, s'appelle. voilà, dessiné par Jérôme. Alors, c'était Rick Remender qui l'écrivait, et Ouais, c'était Jérôme Opeña. Ouais. Ouais, c'est super c'est beau, assez vraiment, joli. c'est Ouais, ouais. super beau. Il devient Ultron Pym, et là, je crois qu'on en est à peu près, grosso modo, là, je sais pas s'il est revenu. Ouais. Van Diem, elle est revenue parce qu'en fait, elle n'était pas morte, elle était dans le microverse. Elle revient à l'occasion d'Avengers vs X-Men. J'en ai aucun souvenir de ce moment-là. C'est vraiment. Ouais, En pourtant fait, j'ai je vu suis ça là. Ouais, aussi. ouais. Mais alors, ce que je me rappelle, c'est Qu'est-ce que c'est qu'après, que... Ah. il y a une série, les Uncanny Avengers de Remender, où en fait, on la met en couple avec Havok. Et ils ont même une fille, mais dans un futur parallèle. Ouais, parce que tu as toute une histoire dans le futur, tout ça, et Kang et tout ça, avec les fils de la Mais oui, potentielle. Ouais. bah Non, mais oui. Bah, tout à fait. avec je crois que c'est ça, avec les fils d'Apocalypse. Ouais. Attends, c'est les deux fils de. Oh, putain, il y a tout un truc avec des enfants que Apocalypse Mm. capture, tout ça. Enfin, Oui. bref. Et du coup, aujourd'hui, a priori, moi, si j'en suis sa fiche, elle est agent du Wakanda. Bah oui. Voilà. Mais Tadam. normal, je dis Janet Van Camelot, Dyne. ça. Camelot. C'est Elle ça. sort avec Black Donc, Panther. bah, je Ouais, sais pas, écoute, tu sais, moi. ils doivent avoir en fait des bols avec Ouais. des mots. Tu sais, puis ils sortent les Genre, mots au hasard en fait. C'est ça. Wakanda. Les X Avengers du Wakanda. Donc, pour répondre à ta question Avengers initiale, Patrol. c'est ça, voilà. Pour répondre à ta question initiale, Pym, je l'aime bien, mais en même temps, c'est un peu tout et n'importe quoi. Mais par exemple, là je l'adore, et dans les Avengers Clone Wars. Ouais, et la guêpe, par contre, ouais, je l'ai toujours trouvé cool. Je l'ai Ouais. vraiment trouvé cool, tu sais, parce que pour le coup, c'est elle vraiment qui te dit, mais ouais, en fait, être petit, c'est pas la taille qui compte, quoi. Et tu vois, moi tous les mecs dans les Avengers, je les mate tous, quoi. Bon, j'ai couché a priori avec tous, mais je m'en fous. Et elle est géniale. Et puis on va avoir pléthore de costumes et de coupes de cheveux Mais déjà, rien que dans Mm. ces 3 épisodes, tu dois avoir 3 abominables, costumes. mais Rien que dans cet mais épisode, je crois qu'elle a un costume différent par épisode. ouais, parce Ouais. qu'à un moment donné, ils Même vont 2 décider par de épisode, je crois. ouais. Mm. Et à un moment donné, ils vont décider de lui changer la coupe de cheveux. Moi, j'aime bien la coupe de Mm. cheveux qu'elle a dans les années 60. Mm. J'aime bien quand elle ressemble un peu à Angie Dickinson et tout. J'aime bien Mm. la guêpe, moi. Mais ouais, c'est Shooter qui l'a mise comme leader des Avengers, mais je le soupçonne de l'avoir parce que elle s'impose comme leader. En fait, Mm. c'est juste après s'être pris une baigne par Hank Pym, elle revient dans l'équipe et puis elle dit bon, maintenant
on est dans la période où on change de président pour les Vengeurs, et ben moi je m'impose, moi qui président, et puis en fait, tu as toutes les bulles de pensée des mecs qui se disent ouais, ça lui fera chef et tout. Donc je pense que dans les plans de shooter, c'était Pym revenait, puis Pym revenait et devenait le leader du groupe. Je pense plus à un truc comme Mm. ça. Que Oh, shooter, la façon dont il se sert de la guêpe, notamment dans Secret War, ouais. voilà, Où elle sort elle, avec elle couche Magneto. avec Magneto, ouais. Ouais, ouais. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Euh, Oui. Oui, ouais, c'est marrant parce que entre les X-Men de Claremont, c'est Avengers là où elle est chef d'équipe, mm. le féminisme à la Marvel quand même, il s'impose comme ça naturellement. Ouais, parce que tu as Alors Storm. que Ouais, la direction artistique, effectivement, on sent bien que, enfin, quand on connaît un peu le truc, Jim Shooter, ça n'a pas l'air de trop l'intéresser. Enfin, du moins, il a une vision de la femme qui a l'air un peu triste. ouais. Euh, mais voilà, des mecs comme Ah bah Stern dans ou Secret Wars, Claremont, les ah, personnages féminins, Ouh, ça mange. ouais, c'est voilà, pas ouais. Et le, puis c'est pour pas avoir lu, le, ouais, aussi les trucs genre ce qu'il a fait après chez Valiant et compagnie, ouais, ouais. c'est plutôt le mâle dominant. Et puis les femmes, elles sont là un peu pour le repos du guerrier, quoi. Mm. Ou des Euh, manipulatrices. ouais, Mm. voilà. Ouais. Euh, Mais mais en ouais, même c'est vrai que temps, Stern il laisse les mains libres et ouais, ouais, ouais. Par contre, ouais, c'est ça que j'aime bien moi chez Shooter. En fait, tu vois une diversité de tons en ouais. fait dans l'univers Marvel. Personne écrit de la même manière. Mm, Mm. C'est-à-dire Stern, Claremont, et pourtant il y a effectivement, comme tu dis, des points communs. C'est-à-dire par exemple Stern met effectivement une femme à la tête des Vengeurs à Ouais. la même Le nouveau époque où personnage, Claremont. c'est un personnage féminin, Ouais. Captain Marvel. Mm. Les muscles de l'équipe, c'est Miss Hulk. Ouais, ouais. Tout de suite. Mais de toute façon, il y a dans cette période des années 80, tous les groupes plus ou moins se féminisent. Ouais. Parce que tu as Jerry Conway, il met beaucoup en avant les personnages féminins de Justice League, avec Zatanna, ça devient Mm. des personnages assez puissants. Et puis, quand il fait la refonte de la Justice League, il met aussi pas mal de. Enfin, il y a un équilibre homme-femme. Dans les New Teen Titans, les plus balèzes, Ouais. c'est les femmes, Mm. Wonder Girl et Starfire, hein. Mm, mm. Même Raven, hein. oui. Les autres, ils sont un peu Ouais. la ramasse, hein. Cyborg, il tombe en ruine tous les Ouais. épisodes. Changelin, il est nul. Robin, il a pas de pouvoir. Donc, Voilà. C'est ouais. réglé. Et Kid Flash, il est pas là une fois sur deux. Oui, Donc, il est malade, il a mal au ventre, il a il a toujours mal mon au point. Alors que Wonder Girl, Starfire ou Raven, tu vois, Ouais. même Raven avec. euh, Et puis Et Terra c'est des après, hein. personnages qui, par la suite, ils ont eu beaucoup de mal à réutiliser, hein, des ouais. personnages comme Bah oui, Starfire, mais parce où que dans on les voit années que la guêpe, 80, ils ont fait n'importe quoi aussi avec. ouais, parce que dans les années 90, ils ont laissé qui, euh, qui avait une vision un peu pourrie de la femme, justement, Mm. ruiner toutes ces avancées, quoi. Ou des puceaux comme Jim Lee, Rob Liefeld et compagnie. C'est ce que je voulais pas citer de nom, mais ouais, voilà, j'y pensais très fort, quoi. Alors que ouais, Stern ou Claremont, tu sens que Claremont, Mm. il y a- c'est un que tard, mais Stern, ouais, il a une vision qui est. Moi, j'aime bien justement toute cette période-là, mais Paul Levitz, par exemple, dans la Légion des super-héros, c'est pareil, Ouais. les personnages féminins, ils sont super mis en avant, quoi. Mm, mm, Et mm. Dream Girl, ça devient la chef de la Légion pour la Great Darkness Saga, alors que Mm. Girl, tu sais, normalement, c'est la pin-up, quoi. Puis en Ouais, fait, ouais. lui, il joue avec le fait que tout le monde la prend pour une écervelée. Et ouais, moi j'aime bien toute cette période. En fait, je trouve Mm. qu'ils écrivent très bien tous les personnages. En Mm. fait, c'est des scénaristes, comment dire, toutes ces scénaristes qui travaillaient sur des équipes. En fait, je trouve qu'ils ont une manière de voir les relations humaines assez belle, Mm. les relations héroïques assez belles. C'est ce que j'aime bien en fait comme Mark Waid, comme Jeff Jones, Mm. comme T'as vraiment une même grosse. s'il y a des petits défauts, tu sais, Mm. soit Mm. chez Geoff Jones, Grant Morrison, tout ça, il y a des petits défauts dans leur écriture, mais au moins il y a cette envie voilà, de rendre crédible et de pas maltraiter tout le temps, tu vois, de pas avoir Mm. des personnages que tu maltraites et des personnages que, tu vois, Mm. d'essayer toujours de tirer vers le haut les persos. T'as toujours, dans les 3 épisodes déjà qu'on a, t'as toujours des moments où un personnage brillera, où tous les personnages vont Mm. briller à un moment.
Et par petites touches, tu vois, et c'est Ouais. vraiment, Ah, c'est vraiment bien fait. Ça te donne de la consistance, tu sais, et c'est ça que j'aime bien, moi, dans ces épisodes-là, c'est ce côté de comment tu arrives à manier le, le procès, pour le coup, avec toute une histoire au quotidien. Mais par de petites touches, tu vois, l'entraînement de Captain Marvel avec Captain America. Ouais. Mm. Jarvis à la fin de, Ah ouais. quand tu Ouais. as Hank Pym qui remonte et Jarvis qui a préparé la valise et tout, enfin, c'est vraiment. Ouais, c'est là, c'est toujours les trucs en arrière-fond, en arrière-plan, pardon, mais qui font que c'est totalement indispensable à la crédibilité de la série, ou d'autres séries d'ailleurs, hein, c'est l'équivalent du Daily Bugle pour Spider-Man, Mm. tout ça, c'est vraiment c'est tous ces éléments-là qui fait que tu crois cet univers, tu crois toi, t'as aucun mal à te dire j'ai fini cette aventure, mais je sais que eux, ils vont continuer. Demain, ils iront s'entraîner, ils feront ci, ils feront ça, Mm. ils existent, quoi. Ça Ouais. fonctionne, mais super bien. Ouais, ouais. Tu vois leur quotidien tout de suite qui transpire Mm, 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 mm. comme ça un petit peu en filigrane dans la série. Et ça donne de la véracité au truc, hein. Ouais. Fait qu'on s'intéresse un peu à ce feuilleton sans fin. C'est un truc qui est, ouais, voilà, pour le coup, qui a vraiment été perdu dans les Mm, mm, comics mm, actuels, hein, pour la mm. Ouais. plupart. Bon, après, il y a le Cotard qui arrive, quoi. Et ouais, c'est dans le prochain épisode. Dans notre prochain épisode, on va parler donc Avengers 231-232, l'arrivée du meilleur membre, Ouais, tous meilleur d'accord membre. là-dessus, Star Mm. Fox, Yeah. voilà, avec l'un des meilleurs super vilains. Oh, putain. Euh, En attendant, avant de vous laisser, petit message qui nous a été adressé par ce qui est assez fort, hein, parce qu'on n'a on n'a pas encore diffusé la première, donc je ne sais pas comment il a réussi à avoir Ah bah, ces infos, mais en tout cas, un certain Victor de Latverie nous écrit et nous dit qu'il nous remercie pour l'émission, même si on parle de ces clowns costumés d'Avengers. Et deux, il tient à féliciter Ringside pour avoir révélé la vérité sur le docteur Reed Richards, qui effectivement, nous dit-il, est un gros sagouin qui pue de la bouche, qui Mm. parle très fort dans les restaurants, et qui a, nous dit-il, un physique ingrat, qu'il a plongé dans les abîmes de la jalousie, notamment à l'université, qui lui était plutôt beau gosse et qui l'a défiguré. Voilà. Mais il n'en dira pas plus. Par contre, il invite Ringside en l'adversaire, s'assurera qu'il ait une place à la meilleure table. Alors, nous dit-il, avec voilà, les meilleurs mets latvériens, les meilleures courtisiennes aussi. Alors, ça, c'est Nous dit Victor, il a l'air bien placé ouais. ce ce Victor. Victor, ouais. Ouais. C'est Bon, une bah, belle du coup, invitation, hein. Une belle invitation. Voilà, si les autorités Il le nous, permettent, ouais, ce sera avec grand plaisir, il Victor. nous, il nous dit on sacrifiera le cochon. Ah, Visiblement, c'est ah, c'est beau. voilà, ah, c'est Écoute, tu sais quoi faire pendant tes prochaines vacances maintenant. c'est voilà. ça, ouais, non, c'est noté, Victor. Mais ça a l'air d'être une sale histoire, par contre, qu'il a vécu avec le docteur Mm. Richards. Écoute, voilà, C'est le Quand même des premier du long accusations série. graves, hein, mais ouais, il nous dit que voilà, c'est pas un mec très sympa et qu'il faut pas lui faire confiance. Il est temps d'en Surtout quand, parler. surtout quand il fouille dans vos affaires. hmm, Il est temps d'en parler. Ce n'est que le premier du long série, je pense. hmm. Ouais, Il faut qu'il parle. voilà. Ouais, Donc merci Victor, dites-nous en hein. plus, ouais, dites-nous en plus, Victor, parce que c'est quand même Voilà, intriguant, cette histoire de Reed Richards. voilà. Dites-nous en plus Victor et puis dites-nous en plus aussi, chers auditeurs, voilà, si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez nous trouver. Où est-ce qu'on peut nous trouver Ringside? Parce que toi, tu connais toutes les bonnes plateformes, toutes les bonnes Sur adresses. toutes les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, les choses comme ça, Google Podcast, hein, je crois que ça existe aussi. Sur Et les aussi sur CB, YouTube, pardon. sur les CB, Sur les CB, alors en moyenne zone, c'est 34,27 ouais. et en bande FM, 52,3 suivant où vous vous placez. Mais sinon, sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, figurez-vous. Et en plus, si vous cliquez sur la petite cloche, vous êtes averti dès qu'il y a un nouveau programme qui sort.
Donc voilà, n'hésitez pas. Et pour commenter, ben, vous avez une section commentaires hein, juste en dessous. Vous pouvez nous poser des questions, nous donner votre avis, des conseils, vous déplaise. N'hésitez pas non plus. Vous pouvez aussi m'insulter, ça ne me dérange pas. Ouais, et puis vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé de ces épisodes, de Hank Pym, de la guêpe, Voilà. de Roger Stern, des Avengers. On en reparlera de toute façon dans le prochain épisode, donc Avengers 230, 232, consacré à l'arrivée de Star Fox, prochaine émission, de Rassemblement, il est temps que ça s'arrête. Je bafouille, merci à tous, merci Jérôme, merci. On fait des cascades de bisous à tous nos auditeurs et on dit à la prochaine, ciao. Ciao. Bye bye.